Mes chers collègues, mesdames et messieurs, notre cycle d'auditions publiques consacré au projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité se poursuit aujourd'hui par une table ronde avec les associations d'élus sur le thème de la cybersécurité et des collectivités territoriales. Plusieurs raisons ont conduit à organiser cet échange spécifique avec les différents échelons de collectivités locales. La première raison est que le projet de loi dont notre commission spéciale est saisie vise à élever le niveau de cybersécurité des collectivités de plus de 30 000 habitants dans le cadre de la transposition de directives concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l'ensemble de l'Union, dite NIS 2. Le deuxième motif est la vulnérabilité numérique de nos services publics territoriaux qui sont en première ligne, au même titre que les hôpitaux, dont les attaques sont davantage médiatisées. Mais saviez-vous que, selon l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, les attaques réussies par rançongiciel sur des collectivités représentent un quart de l'ensemble des attaques, contre 10% sur les établissements de santé. C'est pourquoi le retour d'expérience de nos associations d'élus nous sera précieux pour apprécier le juste seuil et le juste niveau d'obligation à inscrire dans la loi. Enfin, la troisième raison de cette table ronde est que certaines collectivités territoriales sont elles-mêmes des actrices de la cybersécurité en proposant soit des actions de prévention, soit des dispositifs spécifiques. Je pense aux régions qui se sont engagées dans la création de CSIRT régionaux pour répondre et soutenir les entreprises de leur territoire pour faire face à des incidents de sécurité informatique. Leur rôle est diversement connu et reconnu. Aussi, le témoignage des représentants des régions nous sera utile pour discerner les différentes approches proposées à leur sujet par l'ANSSI, la ministre et les entreprises expertes en cybersécurité qui ne partagent pas la même appréciation de leur mission. Nous vous remercions très sincèrement d'être venus à notre rencontre, soit en visioconférence, M. Michel Sauvade, vice-président du conseil départemental du Puy-de-Dôme, maire de Marsac en Livradois, et qui représentera l'AMF et Départements de France, soit en présentiel ici, pour l'Association des régions de France, M. Jérôme Tréhardy, conseiller régional de Bretagne. Nous étions rencontrés lorsqu'avec mon collègue co-rapporteur budgétaire du programme 129 relatif à la cybersécurité, nous étions allés à Rennes, et Mme Constance Nebula, vice-présidente de la région des Pays de Loire, chargée du numérique. Vous êtes les acteurs les plus au fait pour nous relater vos expériences respectives dans la création des CSIRT de vos régions. Vous êtes accompagnés de Mme Laure Prévost, conseillère économie à Région de France. Pour Intercommunalité de France, nous recevons Mme Marlène Ledieu de Ville, donc vice-présidente en charge du numérique d'Intercommunalité de France, vice-présidente déléguée à l'économie numérique, au système d'information et à la culture de la communauté de communes de Lac-Orthez. Vous êtes accompagné de M. Clément Bellac, conseiller numérique d'Intercommunalité de France, et de Mme Montaigne Blansard, là cette fois j'ai bon, responsable des relations avec le Parlement. Enfin, pour la métropole du Grand Paris, nous recevons, nous recevrons à sa demande M. Geoffroy Boulard, maire du 17e arrondissement, conseiller de Paris et vice-président de la métropole du Grand Paris, accompagné de Mme Justine Terzi, chargée de mission cyber-métropole du Grand Paris, et M. Éloi Lafay, chef de projet innovation numérique. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation pour partager votre point de vue sur le projet de loi et l'impact de cette transposition pour les entreprises. Nous serons en particulier intéressés par les dispositions du texte qui vous posent problème et vos éventuelles propositions d'amendement. Mesdames et messieurs, avant de vous céder la parole, je rappelle à tous que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo qui est retransmise sur le site internet du Sénat, puis consultable en vidéo à la demande. Je vous propose, pour ouvrir cette table ronde, que chaque organisation nous présente leurs propositions sur le texte pour une durée de 10 minutes au maximum. Puis je donnerai la parole à chacun des rapporteurs, M. Michel Canévet, M. Patrick Chaise et Hugues Saury, puis à ceux de nos collègues qui le souhaitent pour poser leurs questions. Nous sommes donc ensemble jusqu'à 18 h. Je vous propose de commencer dans l'ordre de présentation. D'abord, M. Michel Sauvade, en visioconférence,
pour l'AMF et départements de France, puis les régions de France, les intercommunalités et la métropole du Grand Paris. Monsieur Michel Sauvade, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Désolé de ne pas être avec vous aujourd'hui et je vous envoie quelques soleils du Puy-de-Dôme. Je vais attaquer très rapidement, si vous voulez, concernant l'AMF. Je m'étais posé la question de regrouper à la fois AMF et ADF, mais je pense que c'est intéressant de voir en contraire les deux points de vue parce qu'ils ont naturellement beaucoup de points communs comme avec nos collègues des autres associations d'élus, mais il y a aussi des différences qui s'expliquent par la connaissance que nous pouvons avoir les uns et les autres de tout cela. Alors, concernant l'AMF, tout d'abord, globalement, si l'AMF partage l'ambition d'un renforcement de la cybersécurité pour les communes et les EPCI, elle est très inquiète sur les conditions dans lesquelles elles vont devoir mettre en œuvre les nouvelles obligations dont on sait qu'elles seront coûteuses. Et quand on dit coûteuses, c'est bien entendu d'un point de vue financier, mais également en termes humains et matériels. Aucune progressivité ne pourra être inscrite dans la loi. De fortes tensions sont attendues sur la filière des métiers cyber. De nouvelles contraintes budgétaires vont peser sur les communes et les EPCI cette année. Par ailleurs, l'AMF s'interroge sur le périmètre réel des communes concernées qui n'est pas clair, notamment du fait des rapports étroits entre les communes et leurs EPCI. Et le texte explique que les communes seront, entre guillemets, embarquées dès lors qu'elles le seront dans le cadre de l'EPCI qui les porte. Dans ce contexte, pour l'AMF, la transposition de la directive NIS 2 ne doit pas ignorer cette réalité et doit s'inscrire dans une logique de transition progressive et d'un accompagnement fort de l'État à tout point de vue. C'est ce que je vais vous développer. Je pense que je n'aurai pas besoin de 10 minutes pour laisser un maximum de place à l'ensemble du débat. Premier point, l'AMF tient à souligner la qualité de la concertation menée par l'ANSSI dès la fin de l'année 2023. C'est clair, dans ce cadre, et d'ailleurs l'article 5 du titre 2 rappelle que le gouvernement charge l'ANSSI de la mise en œuvre de sa politique. Et du coup, ça nous permet quand même de nous interroger sur la place d'implication politique. Et je dois dire que pour avoir écouté l'audition de la ministre devant cette commission spéciale, véritablement, on n'a pas forcément été très rassurés. Si elle évoque les fédérations professionnelles à plusieurs reprises, les collectivités locales, me semble-t-il, sont peu dans son champ de vision. Il faut également souligner que l'AMF est soucieuse de la question de la cybersécurité, évidemment comme nous tous, et qu'elle souhaite que l'application de la directive soit un succès en réussissant à inscrire les communes et EPCI dans une dynamique collective avec les autres niveaux de collectivités locales. C'est ce qui ressort clairement des échanges que nous avons pu réaliser au sein de l'AMF, qui rassemblait les élus, les services, voire les deux, au sein de nos collectivités. Ceci étant dit, et pour ce faire, il faut que le législateur tienne compte de la réalité des moyens des communes et des EPCI afin que la mise en œuvre soit supportable financièrement et faisable techniquement. La transposition doit donc s'inscrire dans une logique de transition progressive et dans ce cadre, l'AMF s'interroge. Notamment, l'AMF regrette l'absence d'une étude d'impact des conséquences de la transposition, ce qui n'est pas satisfaisant, surtout dans le contexte d'incertitude financière actuelle que nous connaissons tous. Pour rappel, le cabinet de conseil IDAT, dans un rapport rendu public au mois de novembre 2024, estime que le coût nécessaire en solutions de sécurité pour les collectivités locales s'élèverait à 690 millions d'euros par an pour que les collectivités puissent se conformer aux exigences de NIS 2. À ce chiffre s'ajoute, d'après le même cabinet, 105 millions d'euros par an pour l'embauche et la formation de ressources humaines qualifiées. Les nouvelles obligations sur un plan tant organisationnel que financier seront en effet nombreuses et leur non-respect, c'est notre second point d'inquiétude, pourra engager la responsabilité du maire ou du président de l'EPCI si elles ne sont pas respectées.
et du coup, je reviens à l'audition de la ministre, Clara Chapaz. Que penser de la réponse de la ministre interrogée par vous? Je pense que c'était le sénateur Patrick Chaize qui avait posé la question de mémoire sur sa réponse, 2 poids, 2 mesures pour les sanctions entre les collectivités et les administrations de l'État, la ministre soutenant en même temps le Conseil d'État et s'y opposant. Sans étude d'impact sur les conséquences financières également de telles obligations pour les communes et les EPCI, l'AMF n'a pas été en mesure de se prononcer sur les périmètres proposés, ce que vous évoquiez, Monsieur le Président, en introduction. Cette absence d'étude d'impact a même conduit parfois certains parmi nous à s'interroger légitimement, de mon point de vue, sur le rapport coût-risque que les collectivités pouvaient être amenées dans la balance. Et en arriver à ce point-là, ça veut dire véritablement qu'il y a un sujet, nous semble-t-il. Néanmoins, l'association a fait connaître à l'ANSSI et aux représentants de l'État à plusieurs reprises un certain nombre de points de vigilance qui n'étonneront personne sur ce que j'ai pu voir des travaux de la commission, évidemment. Le risque de tension sur les métiers cyber qui va impacter le recrutement des personnels au sein de nos collectivités et éventuellement le recours onéreux à des prestataires extérieurs. Par ailleurs, des échanges que nous avons pu faire, les 2 coprésidents de la commission numérique de l'AMF, Patrick Molinoz et moi-même, avec des DSI, des RSSI, mettent en évidence la très grande fragilité de nos structures, à la fois par un portage politique qui est faible à notre échelle et également par les enjeux que cela implique. Troisième point, la nécessaire progressivité de l'entrée en application des nouvelles obligations pour des raisons évidentes de coûts et de difficultés de gestion des ressources humaines, nouvelles charges financières pour les collectivités, alors que les communes et les EPCI sont appelés à maîtriser leurs dépenses pour faire face à cette situation. Mais l'accompagnement financier de l'État est indispensable et je rajouterais qu'à côté de cet accompagnement de l'État, il y a forcément un accompagnement par les collectivités que sont les départements et les régions et l'appui des établissements publics de coopération intercommunale. Une inquiétude particulière, justement, est pointée en direction des communautés de communes, donc les plus petites, ces EPCI, et leur capacité à respecter les obligations du futur référentiel. Il y a là une vraie interrogation. Enfin, l'incertitude sur les conséquences réelles de ces nouvelles normes sur les systèmes d'information des communes membres des intercommunalités, puisque toutes disposent de services partagés avec l'ensemble de leurs communes membres, services communs, mutualisation de serveurs, de logiciels, etc. Voilà, Monsieur le Président, très, très rapidement, on pourra peut-être reprendre ensuite. Pour ce qui concerne l'AMF, souhaitez-vous que je continue dans le prolongement avec l'ADF ou souhaitez-vous que nous abordions cette seconde présentation ensuite? Oui, continuez sur les départements, s'il vous plaît. Oui, merci. Donc, concernant l'ADF, là aussi, une certaine symétrie des formes avec des observations générales qui soulignent d'abord la qualité des consultations conduites par l'ANSSI et qui recoupent également les préoccupations exprimées par les collectivités qui n'ont pas reçu de réel écho à l'échelon politique. Les préoccupations exprimées depuis le début des discussions par l'ADF portent sur 3 points: les ressources nécessaires à la réussite du passage à l'échelle, la structuration territoriale d'une politique publique de cybersécurité et le soutien de l'État. Le texte, du point de vue de l'ADF, consiste en une transposition brute de la directive. D'une part, il ne répond pas à ces préoccupations et d'autre part, il renvoie un grand nombre de dispositions au niveau réglementaire sans en fixer suffisamment les principes. Par conséquent, il fait, de notre point de vue, courir le risque de voir la mise en conformité administrative primer sur le développement de mesures véritablement opérationnelles et le rôle de l'ADF, et on le sent dans cette observation globale par rapport à l'AMF, fait que la connaissance des enjeux est vraiment à cette échelle-là principalement. En détaillant maintenant les inquiétudes portées par l'ADF,
D'abord, les impacts en matière de pratiques de sécurité. Il s'agit de mettre en place ou d'adapter, et c'est le détail finalement de toute la chaîne du développement de la cyber, la gouvernance, les mesures de gestion des risques et des incidents. C'est l'article 17, je crois, qui évoque ce point. Le traitement des incidents et les rapports et l'obligation de notification, la sécurité de la chaîne logistique ou de soutien, la sécurisation de l'acquisition, du développement, de la maintenance des systèmes. On pourra développer ensuite les pratiques de base en matière d'hygiène cyber, et puis les dimensions liées au matériel, aux technologies embarquées, cryptographie, chiffrement, la formation, bien entendu, la sécurité des personnels, des politiques de contrôle d'accès et les moyens de notification qui sont importants, notamment pour les entités essentielles. Second impact, les impacts en matière financière. Les évolutions demandées, clairement, auront de lourds impacts budgétaires. Je ne reprends pas ce que je viens de dire précédemment au titre de l'AMF, en investissement comme en fonctionnement, alors que les budgets des départements sont déjà fortement contraints. Les budgets informatiques, pour nos collectivités, au titre de 2025 semble être amputé par la plupart des départements, dont vous connaissez bien la situation au Sénat, de l'ordre de 30 à 50% en moyenne. Je vous laisse imaginer les conséquences. Alors, impact financier, bien entendu, impact humain, évidemment. Il sera nécessaire de recruter et former les agents disposant des bonnes compétences au bon poste. L'offre de formation est un enjeu en part entière. Elle implique la structuration d'une filière professionnelle de cybersécurité. Et là, il y a un certain nombre de choses qui sont engagées. Mais sur le marché de l'emploi, les départements se confrontent déjà à la concurrence des acteurs privés importants. Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais sur fond de Puy-de-Dôme. Le département du Puy-de-Dôme, la DSI, c'est 45 personnels, 23 départs dans les 3 dernières années, 12 recrutements récents et 11 postes à pourvoir. Aujourd'hui, l'enjeu, il est bien entendu autour de la cyber, où la fragilité est évidente, mais l'enjeu est même sur notre fonctionnement, j'allais dire, au quotidien. Les impacts en matière de chaîne de responsabilité, là aussi, naturellement, la DFI est sensibilisée. La conformité à NIS 2 passera forcément par le fait de disposer de prestataires eux-mêmes conformes aux exigences, prestataires de services de confiance, et ça nécessitera la révision des marchés et surtout une évaluation des prestataires par les commanditaires qui, évidemment, nous pose problème. Bien que le Cyber Resilience Act prévoit d'imposer la conformité de tous les produits numériques, la question des moyens de certification des prestataires reste clairement posée. Les présidents de département ne pourront pas se porter garant de tous les prestataires. La loi ou la réglementation doivent prévoir le partage des responsabilités, déclaration de conformité, par exemple, je ne sais pas, les pistes qui peuvent être imaginées. Autre point non négligeable, l'adaptation au changement. Les départements devront s'adapter rapidement aux nouvelles réglementations et aux évolutions technologiques, ce qui peut être difficile dans un environnement en constante évolution. Et je dois dire que dans les échanges que j'ai pu avoir personnellement avec les DSI ou RSSI, la réponse était souvent on sort du RGPD, on se trouve confronté à de nouvelles normes alors qu'on a du mal à faire tourner nos serveurs correctement. Sans noircir le trait, c'est ce qui m'a été répondu lors d'un de ces échanges. Les impacts, enfin, en matière de coopération et partage d'informations, encourager la coopération et le partage d'informations est évidemment une bonne idée, hein, ça se retrouve dans les articles 23 et 24, mais de notre point de vue, elle est quand même déclinée de façon très, très centralisée et limitée. Alors, de son côté, le département de France s'est engagé sur ce point maintenant depuis plus de 2 ans. Le département de France a organisé en février 2023 un séminaire des présidents à huis clos pour échanger sur les cyberattaques et créer collectivement un plan de cyber-résilience qui a été publié en juin 2023. Un groupe des RSSI a été mis en place au moyen d'une plateforme collaborative en lien étroit avec le club des RSSI des collectivités.
Enfin, le SGDSN et l'ANSSI ont été sollicités plusieurs fois pour intervenir devant les présidents comme devant les DGS de département afin d'optimiser la prise en compte de la cybersécurité au niveau de la gouvernance. Et un groupe de contact constitué de DSI, RSSI et DGS est mis en place par Département de France en prévision des échanges avec l'ANSSI sur l'importante partie réglementaire à venir. Je ne l'avais pas évoqué, mais vous l'avez déjà rappelé dans plusieurs débats que vous avez pu avoir, l'importance du réglementaire par rapport à ce texte. Du coup, par rapport à ça, la réflexion conduite par l'ADF porte sur la structuration d'une politique publique territoriale de cybersécurité. Parmi les conditions d'un passage à l'échelle réussi, la consolidation d'un réseau territorial de cybersécurité s'impose. Il repose aujourd'hui essentiellement sur les CSIRT, vous l'avez rappelé à juste titre, Monsieur le Président, lesquels sont créés par les régions. L'État dispose pour sa part du réseau des délégués territoriaux de l'ANSSI, 1 à 2 par région, et à la limite des forces de sécurité intérieure dont les unités spécialisées sont centralisées au niveau national. C'est clairement très insuffisant et aucune perspective favorable ne se dessine en la matière. Quand on regarde l'étude d'impact sur l'augmentation des moyens mis à disposition de l'ANSSI, on parle d'une 60aine d'équivalents temps plein pour une montée en charge considérable du nombre d'entités à superviser. Cela ne porte pas crédit aux critiques parfois adressées aux régions dépourvues de ces CSIRT ou mal équipées. Là où ils existent, les campus cyber font leurs preuves, leur existence et leur dynamisme reposent sur l'énergie de chaque acteur. Il est dommage que le texte, par une transposition assez sèche finalement des obligations, ne donne pas d'impulsion favorable. Il est amplement possible de le faire sans tomber dans la surtransposition. Et pour finir, quelques points de vigilance concernant le coût des contrôles. Si nous avons bien compris, les contrôles conduits par l'ANSSI sont à la charge des entités contrôlées. Ça nous paraît totalement inacceptable, quand bien même les contrôles ne seraient menés qu'en cas de suspicion forte sur le non-respect des règles. Il s'agirait alors d'une sanction par avance et du coup, c'est totalement inaudible de notre point de vue. Je vous rappelle l'avis du Conseil d'État d'ailleurs sur la question, et on ne peut que s'interroger du fait que l'État s'exonère pour sa propre administration. Voici, si vous voulez, les éléments de base que je peux verser au débat en vous remerciant. Bien, c'est nous qui vous remercions pour vos propos clairs. Et puis là, vous avez tenu le temps, donc je vais passer. Donc vraiment, je vous remercie beaucoup. Donc je vais passer la parole à Madame Constance Nebula. Et après. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, parlementaires et collaborateurs. Je suis aussi heureuse de retrouver des collègues qui prouvent aussi que la famille des élus impliqués sur les questions numériques est relativement petite, puisqu'on a l'habitude de se croiser et de travailler ensemble. Merci avant tout de questionner, d'interroger les associations de collectivités et de prendre le temps d'avoir le point de vue finalement des élus locaux et des différentes collectivités territoriales, dont les régions sont effectivement directement concernées par la transposition et l'effectivité de cette directive européenne. Vous l'avez rappelé, les régions, de par leur importance, de par leur nombre d'administrés, de par leur criticité sur les données récoltées et traitées, seront considérées comme entités essentielles et devront donc répondre au plus haut niveau de sécurité exigé par la nouvelle directive NIS 2. C'est la raison pour laquelle la prise de parole que je me permets de faire en tant que co-rapporteur des sujets numériques pour Région de France sera concentré sur le sujet de NIS 2. Vous l'avez indiqué, Monsieur le Président, sur le nombre et le volume d'attaques menées contre les collectivités qui sont référencées et qui sont croissantes. 12 des 18 régions ont été attaquées, certaines très fortement, et ça fait l'objet régulièrement de médiatisation. Les collectivités, comme d'autres structures publiques, comme les établissements de santé, sont devenus des cibles, on le sait, et je pense que ça n'étonnera personne autour de la table.
On est donc considéré comme entité essentielle. C'est la raison pour laquelle on a un niveau, je dirais, d'intérêt et d'exigence par rapport à ce texte qui est particulièrement fort, considérant aussi que les régions ont une place centrale sur le sujet de la cybersécurité, ce que j'évoquerai également de manière un peu plus large. Dans le travail notamment mené avec l'ANSSI, on a été effectivement associé, comme l'AMF ou l'ADF, dès novembre 2023, aux travaux préalables à la transposition. Je veux tout de même vous indiquer que l'on a demandé à l'ANSSI une étude d'impact sur la transposition de la directive qui n'a jamais été réalisée. De la même manière que ça a été évoqué par Michel Sauvade, on a demandé effectivement d'estimer les coûts pour les régions qui sont non estimés, notamment pour un bénéfice-risque, et d'avoir une étude de coût réelle réalisée par l'ANSSI et de porter à la connaissance des élus locaux les coûts réels et les coûts induits. D'autant plus dans un contexte budgétaire relativement tendu, dans un contexte où il y a des arbitrages budgétaires, et que si on ne mobilise pas les élus, les collègues sur les moyens financiers à prioriser, ça va passer à la trappe et ce sera trop tard une fois la directive, je dirais, en place. On a aussi un vrai souci sur la prise en compte du sujet NIS 2 avec un chiffre que je vous partage. Sur 500 décideurs informatiques interrogés dans le baromètre de la maturité cyber, 23% n'ont jamais entendu parler de NIS 2. Et seuls 24% se déclarent prêts. Ça veut dire qu'on a encore une marge de manœuvre qui est relativement importante, et ça veut aussi dire qu'on a un manque de connaissances, un manque de préparation qui est effectif. Je fais une différence entre l'ANSSI au niveau national et l'ANSSI au niveau régional. Comme ça a été dit également, au niveau régional, on a plutôt des bons contacts, mais les moyens sont faibles. Mais on a un dialogue régulier. C'est au niveau national où je dirais que le discours est parfois un petit peu différent. A été évoquée aussi la question des CESIRT, et donc forcément la question du financement, de la pérennité des CESIRT. On nous a dit, quand les 1 million d'euros pour 3 ans ont été octroyés par l'ANSSI aux régions, voilà 1 million d'euros, faites des CESIRT. Très bien, sauf qu'on sait, les régions se sont mobilisées, elles ont effectivement développé ces CESIRT, nous en avons presque toutes. Néanmoins, depuis 3 ans, on n'a pas eu d'amélioration ou de concrétisation ou d'affirmation de la politique publique cyber vis-à-vis des régions. Michel Sauvade a évoqué Madame Chapaz. Je me suis entretenue avec elle mardi dernier après son intervention ici. C'est moi qui lui ai indiqué que les régions n'avaient pas la compétence cyber. Donc elle pensait que l'ANSSI nous avait confirmé une compétence cyber à partir du moment où ils nous ont confié les CESIRT et qu'en plus, on a la dimension campus cyber. Mais ce n'est pas le cas. Je vous confirme que ce n'est pas le cas. On aimerait ou on n'aimerait pas, c'est un autre débat que j'évoquerai après, mais ce n'est pas le cas. Région de France souhaiterait également que, toujours dans le prolongement des CESIRT, on ait donc cette précision autour de la compétence cyber, une clarification qui va bien entendu aller avec des financements. Et financement toujours. Dans le cadre de France 2030, on aimerait effectivement que le renforcement de la cybersécurité des collectivités territoriales et des administrations publiques puisse être plus fortement intégré à France 2030 afin qu'on ait un accompagnement qui soit digne de cette mise en conformité et de cette entrée en vigueur. Aujourd'hui, en termes de moyens, ce n'est pas le cas. Vous évoquez de manière un tout petit peu plus générale que en 2021, le gouvernement a mis en place une stratégie d'accélération cyber. Je vais vous faire un petit exemple en entonnoir. La stratégie d'accélération cyber, c'est 1,7 milliard d'euros, dont 720 millions d'euros d'argent public. Très belle enveloppe. Sur ces 720 millions d'euros, on en a 136 millions dédiés à l'animation par l'ANSSI. Très bien. Dans ces 136 millions, on en a 60 millions pour créer des centres régionaux de réponse à incidents, les CESIRT. D'accord, sauf qu'on nous a donné 1 million d'euros sur 3 ans, sans garantie de financement après. Donc moi, j'ai quand même un vrai souci de dilution des sommes, puisqu'on a une ambition qui a été affichée, mais in fine, au bout de la chaîne, ceux qui s'occupent de ces sujets-là, les régions, n'ont pas été ni associés financièrement, ni humainement, ni politiquement à la suite qui sera donnée. Et je terminerai sur le sujet un petit peu plus sur les campus cyber, et Jérôme prendra la suite pour illustrer avec un exemple. Au niveau des campus cyber, on a une initiative nationale et contrairement peut-être à l'affichage et à la communication, je vais me permettre d'être un petit peu plus direct, dans les faits, il n'y a pas eu d'aide au montage de la part de la structure nationale campus cyber vis-à-vis des régions.
pas d'aide au montage sur le modèle, pas d'aide au montage financier, pas d'aide au montage humain ou structurel. C'est chaque région qui, avec un portage politique, en mode débrouille, se dit comment est-ce que je vais organiser le campus cyber, comment je mets les acteurs autour de la table et comment je crée mon campus cyber. C'est la raison pour laquelle vous n'avez pas un modèle qui se ressemble en France. Mais c'est encore une fois l'initiative des régions et à moyens constants et à périmètre constant. Donc voilà les quelques messages que je voulais vous faire passer. Bien entendu, nous ne remettons pas du tout en question le bien fondé du projet de loi. On y est favorable. Certains chantiers ont été anticipés déjà par les collectivités territoriales. On ne part pas de zéro. Encore une fois, on a une anticipation. On n'a pas attendu la réglementation pour cela, mais c'est aussi la préoccupation de tous. Il faudra veiller plutôt à l'absence de surtransposition. Ça, je pense que ça fait débat. On a un véritable problème d'accompagnement des collectivités. Je ne m'étale pas puisqu'on a été plusieurs à le dire. On a un souci par rapport au coût de mise en œuvre des obligations. Ça a été dit également. Et je terminerai en vous disant que tout ça ne pourra pas être possible tant qu'on n'aura pas une clarification de la stratégie de l'État en matière de cybersécurité, du vrai rôle de l'ANSSI, de la vraie compétence, du vrai portage politique et de la gouvernance. Merci beaucoup. Normalement, on est limité à 10 minutes par... Non, donc en fait, le temps va être assez restreint, si vous voulez bien, mais vous pourrez revenir ensuite sur les réponses. Voilà, c'est pour donner du temps à chacun et que surtout que tous nos collègues et les rapporteurs, à commencer par nos rapporteurs, puissent vous poser des questions. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Messieurs les rapporteurs, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui et je m'associe au propos de Constance Nebula de vous remercier d'entendre les collectivités sur ce sujet extrêmement important de transposition de NIS 2. Donc, comme j'ai quelques minutes et par respect pour les autres personnes qui vont prendre la parole, je vais être très rapide. Je voulais juste... il nous paraissait intéressant de poser ici l'exemple de la région Bretagne, terre de cyber, deuxième région sur la cybersécurité après l'Île-de-France, qui se caractérise par une histoire autour de la cyber qui s'est traduit par une volonté politique forte de Jean-Yves Le Drian en son temps et une forte présence militaire. Juste un constat d'humilité que je voulais partager avec vous. C'est pas parce qu'on a un écosystème en Bretagne de sécurisants qu'on peut nous envier, que malheureusement les sécurisés sont mieux sécurisés. Et donc on a le même constat et le même constat d'humilité que les autres régions. Et donc je pense que ça c'est aussi une matière à réflexion dans le cadre de cette transposition de la NIS 2. On peut poser plein de choses, mais après c'est la réalité du terrain. Et c'est pourquoi qu'au niveau politique, on a un très grand travail autour de la sensibilisation, de la diffusion de la culture cyber dans la société. Je pense que ça passe aussi par là, le sujet qui nous intéresse aussi aujourd'hui. Dans ce but, on s'est emparé de deux grands sujets. On a parlé des campus cyber, j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir de façon plus en détail, mais simplement pour vous dire qu'on s'est emparé de ce sujet-là, pas comme pour un sujet immobilier, mais bien comme un sujet de fédération de l'écosystème et d'un moyen de pouvoir réunir toutes les parties prenantes de l'écosystème breton et de pouvoir justement travailler à la réflexion, entre autres sur la transposition de la loi NIS 2, même si la loi n'est pas encore arrivée, on n'a pas attendu ça pour y réfléchir. Il faut dire aussi qu'on représente l'ensemble des régions qui ont été labellisées au sein du conseil d'administration du campus cyber. Sur le sujet des CCR qui fait couler beaucoup d'encre et qui provoque beaucoup d'échanges, juste pour vous partager notre rapport en Bretagne, pour vous dire qu'il a fait la démonstration de sa pertinence. On a répondu à 115 incidents l'année dernière et notamment on a accompagné des collectivités. Et je vous pourrai partager le rapport d'expérience avec les différents maires qui ont été tout à fait satisfaits du service qui a été rendu. Le financement, bien évidemment, est clé et c'est un sujet sur lequel Constance Nebula et d'autres on serait déjà revenus, donc je ne vais pas revenir dessus. Et je sais que c'est un sujet sur lequel j'ai échangé avec M. Struvel encore tout récemment. Mais par contre, une chose que je souhaitais porter ici, c'est ne jetons pas trop vite ce qui a été construit. Il y a quand même une réalité, une opérationnalité qu'il ne faut pas oublier. En interne, on a fait le travail de voir un peu ce que amènerait en interne de la région Bretagne une transposition, et c'est plusieurs millions d'euros de budget qui devraient être alloués au système d'information pour se mettre au niveau de ce qu'on estimait, puisque la loi n'est pas encore posée, mais de ce qu'on estimait qu'il allait nous être demandé.
le contrainte budgétaire, je pense qu'on ne va pas revenir dessus, vous les connaissez. Et donc, c'est une réflexion que je vous pose. Est-ce qu'on a véritablement les moyens de notre ambition, notamment aussi sur les dimensions RH? C'est une question que je vous pose parce que je pense que c'est quelque chose qu'on doit collectivement se poser. Deux convictions. La conviction que l'échelon régional est un échelon qui est à prendre en compte dans sa capacité, justement, par sa granulométrie plus fine, de pouvoir relier une politique nationale et européenne. Et le deuxième conviction, mais c'est un peu notre façon de travailler en Bretagne pour le coup, c'est la coopération dans un souci d'optimisation budgétaire et de la capacité à pouvoir partager les bonnes pratiques. Voilà ce que je pouvais dire rapidement pour respecter le temps imparti. Et vous l'avez fait, je vous remercie. Madame Le Dieudeville. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les sénateurs et Mesdames et Messieurs. Donc, en ce qui concerne l'intercommunalité de France, bon, déjà, nous sommes ravis, d'une certaine manière, c'est une façon de parler, mais de cette perspective de la transposition NIS 2, puisque les intercos, pour vous faire un petit portrait, les intercommunalités avaient lancé aussi un baromètre il y a 2 ans de maturité numérique, c'est beaucoup plus large, avait mis la cybersécurité comme première priorité des intercommunalités. Donc ça montre bien qu'elles sont conscientes du problème. On le voit bien déjà entre 2022 et 2023, il y a eu 187 attaques, c'est les sources de l'ANSSI. Et je sais que maintenant, je n'ai pas les chiffres, je n'ai pas les derniers chiffres, mais c'est une montée en puissance, je vais dire, et en quantité des attaques cyber auprès des collectivités, quelle que soit leur taille. Hein. Donc on peut très bien se retrouver dans une petite commune, une petite interco, comme une grande métropole. Donc c'est un sujet qui nous tenait à cœur et nous avons beaucoup apprécié les consultations qui ont été menées auprès des associations d'élus de la part de l'ANSSI. Nous avons beaucoup travaillé avec cet organisme. Notamment, nous avons réuni en commission numérique une cinquantaine d'intercos, allant de la communauté de communes, je vais dire, de 5000 habitants jusqu'à la métropole d'1 million d'habitants, pour montrer quand même chez nous la variété aussi de nos structures et on a permis déjà par rapport à ce projet de loi d'évoluer, puisque pour nous déjà on sait à quelle sauce on va être mangé entre guillemets, puisque toutes les intercommunalités sont concernées par NIS 2. En revanche, on a pu, d'une certaine manière, casser ce seuil des 30 000 habitants qui nous paraissait pas très approprié par rapport à la réalité du terrain, notamment des communautés de communes, puisque les communautés de communes, les 992 communautés de communes, seront qualifiées d'entités importantes, et communautés d'agglo, communautés urbaines et métropoles seront entités essentielles. Simplement, je tiens à faire remarquer que même au sein des communautés de communes et ensuite au sein des entités, on va dire, essentielles, il y a quand même un gap entre la petite communauté de communes, même entité importante, je veux dire, de 5000 habitants et la communauté de communes de 70 000 habitants. Il y a quand même un gap, un certain gap. Tout comme il y aura un gap entre une communauté d'agglomération de 30 à 50 000 habitants et une métropole d'1 million d'habitants. Donc forcément, cette transposition devra en tenir compte et devra surtout tenir compte de la réalité du terrain. En ce qui concerne toujours cette loi, nous en sommes, nous, et ça je parle des points positifs, avec l'ANSSI dans la phase déjà réglementaire, puisque nous allons monter des groupes de travail. La première réunion va se faire le 20 février avec l'association Les Interconnectés. Un groupe de travail avec l'ANSSI qui va réunir pour la phase réglementaire un petit groupe de métropole, un groupe un petit peu plus important de communautés d'agglo, et un groupe encore plus important de communautés de communes, pour que vraiment l'ANSSI puisse se faire une idée de la réalité du terrain. Donc ces réunions, ce sera pour faire justement étudier un petit peu l'impact pour chacun en fonction des strates de cette transposition, parce que comme tout le monde, on attend toujours une étude d'impact, mais on
on va disons que notre objectif, c'est vraiment de la confronter au terrain, voir où sont les difficultés, pour l'ANSSI aussi, pour qu'elle comprenne où sont nos difficultés, et puis faire des propositions de mesures adaptées, adaptées au terrain. Je voulais aussi mettre en avant notre rôle mutualisateur auprès des communes. Donc, nous y sommes très attachés et Nice 2 peut être l'occasion aussi pour nous, d'une certaine manière, d'accompagner. Alors, plus ou moins fortement les communes. Ça peut aller simplement de la sensibilisation à une plus grosse mutualisation. Mais là encore, la transposition, cette loi doit fournir un cadre clair et je dirais presque simple ou pratico-pratique pour nous permettre d'avancer dans le bon sens. Après, au niveau des points de vigilance, je vais rejoindre un petit peu tout ce qu'ont dit mes collègues. Donc, je ne vais pas avoir besoin, disons, de prendre beaucoup de temps. Pour nous, comme pour tout le monde, il y a un aspect, la proportionnalité, principe de proportionnalité de délai qu'on nous dit qui seront pris en compte. Simplement, on est encore dans le flou. Concrètement, ça va être pris en compte comment. Comme je le disais tout à l'heure, on a des très petites intercos, tout comme des plus grosses. Donc, cette proportionnalité, même au sein des entités importantes, on va nous demander un certain nombre d'obligations et notamment de remontée d'informations au moment où une entité est attaquée. Il faudra être sûr que ça ne sera pas une fois qu'on aura la tête dans le guidon, une prise de tête. Alors l'ANSSI nous dit ce sera des questionnaires tout simples à remplir, mais ce sont des aspects, des choses qu'on demande à voir, puisque on nous dit beaucoup de choses, ça va être facile. Enfin, moi, j'ai déjà discuté à plusieurs reprises avec l'ANSSI, et au moins pour les entités importantes, on est déjà plus flou pour les entités essentielles. Vous inquiétez pas, vous n'avez même pas besoin d'un RSSI, un simple référent en cybersécurité suffira. Je veux bien l'entendre, mais je vous le dis, on demande à voir, mais ça on le verra peut-être avec notre groupe de travail qui se réunira, nos groupes de travail qu'on pense faire réunir tous les mois, enfin une fois par mois jusqu'à la fin de la phase réglementaire. Par ailleurs, effectivement, il y aura besoin d'accompagnement et d'ingénierie, alors financier, de l'accompagnement technique à tous les niveaux. Je ne vais pas vous donner de chiffres, je n'en ai pas. On n'a pas fait cette évaluation de notre côté. Ce sera fait en partenariat, on l'espère, avec l'ANSSI. Juste pour mémoire, pour bien comprendre les besoins d'accompagnement, surtout des plus petits, et ça, je parle aussi des communautés d'agglomération, quand il y a eu le France Relance qui a permis à un certain nombre de collectivités de mettre en place une vraie politique cybersécurité en leur sein, il faut comprendre que c'est quasiment toutes les métropoles qui ont bénéficié de cet accompagnement, 50% des communautés d'agglomération et 10% des communautés de communes. Je dirais celles qui en avaient le plus besoin. Et pourquoi? Alors, ça n'est pas l'ANSSI qui souhaitait ne pas accompagner les petites collectivités, mais une des conditions pour que une collectivité soit accompagnée, il fallait qu'elle ait un DSI. Donc ça nous montre un petit peu le niveau de maturité cyber, même ne serait-ce qu'informatique, numérique de ces petites collectivités. Donc cet accompagnement, ça va être forcément un moment important, calibrer cet accompagnement en fonction, encore une fois, des strates, puisqu'on n'a pas tous les mêmes moyens. Par ailleurs, délai, parce que délai, c'est normal, non seulement pour se mettre en place petit à petit, mais nous, collectivités, nous sommes soumises au marché public, donc ne serait-ce que pour remettre en cause un certain nombre de contrats, il nous faudra du temps, même 3 ans pourra être insuffisant. Ce sont même des métropoles qui sont quand même un peu plus rompues que nous à ce genre d'exercice, que nous, là je parle en tant que comité de communes, en tant que vice-présidente du comité de communes, qui sont un peu plus rompues à ce genre d'exercice, qui nous disent qu'il leur faudra certainement plus de 3 ans pour ne serait-ce que remettre en cause un certain nombre de marchés. Par ailleurs, et ça concerne énormément les plus petits qui font appel à des sociétés extérieures, à des prestataires extérieurs,
on va manquer cruellement de prestataires privés et de proximité, parce que j'entends beaucoup parler de grands groupes, mais ça n'est pas suffisant. On ne veut pas non plus tuer le marché local ou l'entreprise locale. On y tient. Nous-mêmes avons la compétence développement économique et on serait très embêté que ce ne soit plus que des grands groupes qui prennent la main, et puis ne serait-ce qu'une question de coût, n'en parlons même pas. Comme j'ai entendu, effectivement, on va avoir un problème aussi donc, au niveau des prestataires, et surtout, effectivement, ne pas nous demander d'être garant de la cybersécurité des outils qui nous sont proposés, quoi, parce que nous n'en sommes pas forcément capables de vérifier qui fait quoi. Donc, ce qu'on a déjà demandé et ce qu'on nous dit qu'il y aura, ce sont pas mal de prestataires certifiés ANSSI, certifiés... Là encore, comme tout à l'heure, ça nous va, mais encore faut-il qu'on les voit venir, qu'on voit comment ça se goupille. Et je sais, moi aussi, pour être au campus cyber, ma collectivité Nouvelle-Aquitaine, le travail qui est fait par les campus cyber et les entreprises pour justement monter en compétences, et je salue ce travail qui est énorme, et j'espère que ce sera bien pris en compte par l'État à ce niveau-là. Bien sûr, tout ce qui va être, je me dépêche, ressources humaines, on l'a dit, on va avoir des soucis de recrutement, et notamment pour les plus petits, comment rémunérer ces recrutements. Et alors, je vais aller très vite cette fois, et puis au niveau plus national, on a besoin de visibilité. Au niveau régional, c'est pareil. Visibilité des acteurs locaux, être sûr qu'ils seront encore là dans 1 an, dans 2 ans, et qu'on pourra toujours travailler avec eux. Et les visibilités au niveau, par exemple, interministériel, au niveau des associations d'élus, il n'est pas toujours facile de discuter correctement avec l'État, dans la mesure où parfois plusieurs ministères sont impliqués, et on espère avoir un peu plus de visibilité à tous les niveaux. Et on attend aussi de l'État une communication plus institutionnelle pour informer l'ensemble des acteurs. Voilà, j'ai terminé. Merci. Vous avez commenté l'interministériel pour les intercommunalités en montrant qu'il y avait un besoin de fluidité. Monsieur Geoffroy Boulard, nous vous avions présenté avant que vous n'arriviez, donc nous savons tous qui vous êtes. Bienvenue. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les rapporteurs, Mesdames les sénatrices, Mesdames les sénateurs. Je vais rapidement représenter la métropole du Grand Paris, qui couvre 130 maires, 11 territoires et 3 départements, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et quelques communes limitrophes de l'Essonne et du Val d'Oise. Les compétences de la métropole sont en matière de pilotage essentiellement des différents enjeux liés à l'environnement, l'attractivité, l'énergie, l'habitat ou encore l'aménagement. La métropole du Grand Paris, face à ces défis, a souhaité construire un écosystème favorable à l'innovation à travers notamment le pilotage de dispositifs et actions dédiées à l'innovation et au numérique sur son territoire. La métropole du Grand Paris porte également des programmes afin d'accompagner les communes dans son périmètre, dans leur digitalisation ou dans le lancement de programmes innovants en matière de data ou de numérique. À titre d'exemple, la métropole met en œuvre des programmes d'accompagnement et de cofinancement d'expérimentation de solutions innovantes ou numériques, programme Innover dans la ville, ou quartier métropolitain d'innovation, mais aussi des réseaux d'acculturation aux enjeux numériques et d'innovation avec des académies de formation, dites le réseau des explorateurs, destiné aux agents des différentes communes sur la base du volontariat, et un réseau d'élus d'innovation et du numérique. La métropole du Grand Paris réfléchit également à la construction d'une stratégie autour de l'intelligence artificielle qui sera présentée en avril au Conseil métropolitain. Le développement du numérique et de l'innovation, c'est une source d'opportunité pour les acteurs de son périmètre, mais la métropole reste naturellement vigilante aux impacts que peut avoir ce développement, que ce soit à travers la maîtrise inégale des compétences numériques,
l'impact environnemental du numérique et l'apparition de nouvelles dépendances et fragilités face à l'efficience de nos systèmes d'information et le besoin, vous l'aurez compris, de renforcer la cybersécurité. Et nous avons, dès 2019, adopté, dans le schéma métropolitain d'aménagement numérique, un soutien comme prioritaire à la gestion et à la sécurisation des données publiques. Alors le risque cyber sur les collectivités, je ne vais rien vous apprendre, vous le connaissez, vous l'avez étudié et vous êtes évidemment en prise directe dans le cadre de l'examen de Nice 2. Avec, je voudrais reparler peut-être quand même de l'étude cyber-malveillance de 2024 qui montre qu'une collectivité sur 10 déclare avoir été victime d'une ou plusieurs attaques au cours de l'année 2024, que l'hameçonnage est la cause principale dans 30% des cas, que 45% des collectivités attaquées n'en connaissent pas la cause, et que les collectivités touchées ont principalement déploré, première chose, une interruption d'activité de service, mais aussi une destruction ou un vol de données, ou encore une perte financière. Il faut quand même rappeler, c'est toujours cette étude qui fait référence, qui rappelle que 44% de ces communes estiment être faiblement exposées au risque et 18% ne savent pas évaluer le risque. Un chiffre qui s'explique, moi je le pense, par le fait qu'elles pensent ne pas être vulnérables et qui les amène à surestimer l'efficacité de leur système de protection et à être insuffisamment préparées aux cyberattaques. C'est aussi une fracture qui se creuse entre les communes. Ça a été rappelé à l'instant. Il y a des dispositifs d'aide autour de la cybersécurité et plusieurs communes, effectivement, à travers France Relance ou encore Aide Cyber, peuvent bénéficier de ces aides. Mais il faut dire qu'il persiste un manque de connaissances, d'accompagnement, des moyens humains et financiers, notamment au niveau des petites communes. L'étude, d'ailleurs, cyber-malveillance, constate qu'il n'y aura pas d'évolution majeure des budgets consacrés à l'informatique et à la sécurité des systèmes d'une année sur l'autre, et que 73% des petites et moyennes collectivités ont un budget informatique annuel de moins de 5 000 euros. Et 2/3 de ces communes n'envisagent pas d'évolution sur ce plan à la hausse, alors qu'elles s'estiment fortement exposées au risque. Alors, moi, je voudrais simplement vous reparler peut-être des retours de la métropole du Grand Paris, présidée par Patrick Ollier, sur les impacts d'une cyberattaque. Les éléments statistiques à l'échelle nationale, identifiés par l'étude que j'ai citée, se retrouvent également au sein du territoire de la métropole du Grand Paris. Et nous avons toujours souhaité, évidemment, que cette métropole soit une métropole des maires. Lors des rencontres avec les communes, il nous est apparu que la question de la cybersécurité constitue un élément d'inquiétude majeur chez les maires, en particulier, bien sûr, pour les communes qui ont peu de moyens. Ou un système d'information daté, peu développé. J'ai pu d'ailleurs échanger avec des maires qui ont vécu ce type d'attaque. De ces échanges, il ressort que l'impact d'une cyberattaque sur une commune est encore, il faut le dire, peu maîtrisé. Au sein des équipes, il est nécessaire de passer tout de suite en situation de gestion de crise. Et les communes connaissent ce type de situation. Notamment, elles peuvent être prises au dépourvu lors d'une cyberattaque, car l'ensemble de leurs activités se retrouvent désorganisées, perturbant d'autant la capacité de réaction. Pendant plusieurs jours, la majorité des agents ne peut plus travailler, dans l'attente de la restauration des systèmes d'information. Et cette dernière a d'ailleurs lieu étape par étape et non en bloc. Il est donc nécessaire de prendre en compte cette remise en marche progressive vis-à-vis des équipes. La cyberattaque a également des conséquences pour les usagers, suspension des inscriptions et des paiements à la cantine, versement des allocations des centres d'action sociale. L'équipe politique, notamment le maire, est alors, vous l'aurez compris, en première ligne. Et une cyberattaque entraîne aussi des répercussions sur le long terme. Certaines villes ont mis entre 2 et 4 années pour s'en remettre et pour remettre à jour surtout certaines données de paiement à la cantine, par exemple. Les cyberattaques sont aussi éprouvantes pour les équipes qui les ont vécues, générant une fatigue importante et pouvant entraîner un turnover dans les équipes communales au sein des agents. Quelques exemples de cyberattaques sur les communes de la métropole du Grand Paris. 2020, Bondy, Blanc-Ménil, Vincennes. 2021, Tremblay-en-France, Villepinte, Bobigny, La Courneuve. 2022, Saint-Cloud, Chaville. 2023, Brie-sur-Marne, Chevilly-la-Rue et le CIM du Val-de-Marne. Alors, l'arrivée de Nice 2, c'est pour nous l'occasion, évidemment, de s'interroger
sur la place des collectivités dans ce dispositif. Même si l'ANSSI a déclaré le 3 septembre dernier qu'il apparaissait important, face à cette menace, de se saisir de cette opportunité pour les collectivités, cette intégration dans NIS 2 n'intégrera peut-être pas toutes les collectivités et pourra être limitée à certaines d'entre elles en fonction de leur capacité et de leur taille. Et il est important donc de s'assurer que les collectivités intégrées disposeront, et ça a été rappelé, des moyens humains et financiers pour mettre en œuvre les exigences de sécurité de la directive. Et d'après Cybermalveillance, 62% des collectivités appellent à une sensibilisation accrue des élus et des agents. La mise en place des outils de sécurisation sont aussi privilégiés et l'accompagnement financier, on en reparlait tout à l'heure, est également au cœur des attentes afin d'aider les territoires. Alors la métropole du Grand Paris a mis en place un accompagnement de ces communes sans attendre NIS 2 pour être le plus conforme aussi à ces directives. Et elle a souhaité donc s'engager en matière de cybersécurité des 130 communes à travers un projet européen, ironie du sort, un programme européen auquel la métropole participe depuis 2021, le projet CIBIA, Cyber Security and Artificial Intelligence Hub, qui est lauréate du programme EDI au niveau européen. Le campus cyber, porteur de ce projet et acteur fédérateur de la communauté sur l'Île-de-France, a en effet rassemblé un consortium d'acteurs regroupant des entreprises, des associations et des acteurs publics. Je ne vais pas les citer toutes, afin de proposer la création d'un EDI dédié à la thématique de la cybersécurité. Ce projet vise à créer tout simplement un guichet unique qui permet de développer des actions en faveur de cybersécurité auprès des entreprises TPE-PME et des collectivités territoriales sur le territoire francilien. Et afin de sensibiliser ces acteurs dans la mise en œuvre d'une stratégie cyber adaptée à leurs besoins, CIBIA, c'est son nom, ce programme, a construit un parcours d'accompagnement des TPE divisé en 4 phases. Embarquement, diagnostic, sécurisation et cofinancement. Et dans le cadre de ce projet CIBIA, la métropole du Grand Paris s'est positionnée pour porter, conjointement avec le campus cyber, la déclinaison de ce parcours d'accompagnement pour les communes métropolitaines. Ce projet est mis en œuvre avec le soutien financier de la Commission européenne sur la partie TPE-PME et la partie collectivité, et la région Île-de-France sur la partie TPE-PME exclusivement. Nous l'avons décliné, ce programme, aux communes métropolitaines, avec un programme d'accompagnement première brique clé en main, 100% gratuit pour les communes, qui va permettre un diagnostic individualisé par commune, évaluant le niveau de maturité en cybersécurité, et un plan de sécurisation adapté à leurs besoins identifiés lors du diagnostic. Dans un deuxième temps, nous pourrons proposer un soutien financier pour la mise en place du plan de sécurisation. Le diagnostic ne suffit pas, il faut aussi des moyens pour la sécurisation, avec une prise en charge à hauteur de 50% par la métropole du Grand Paris du coût du projet, dans la limite d'un plafond de 200 000 € grâce au fonds métropolitain Innover dans la ville. Et troisième brique de ce programme que nous développons la métropole du Grand Paris pour les 130 communes, c'est évidemment d'amener toutes ces communes à un niveau d'accompagnement satisfaisant en matière de cybersécurité. Et donc nous avons ciblé 30 communes sur les 130 qui sont les plus sensibles, en tout cas, qui peuvent être les plus adaptées à ce dispositif. Nous avons également souhaité conduire une préanalyse en matière de cybersécurité des communes de notre territoire. Les résultats, d'ailleurs, pourront servir à la fois à convaincre les communes d'entrer dans la démarche, parce qu'il y a aussi cet aspect d'embarquer, comme je l'ai dit, les communes. Et cette évaluation externe sera, évidemment, n'aura pas d'impact sur le fonctionnement des services de la commune, il faut le rappeler, c'est important, et seront communiqués. On a des premiers retours sur ce programme, et nous avons lancé début décembre, et surtout par courrier du président le 23 janvier à l'ensemble des maires, le lancement effectif de ce programme. Nous avons déjà 10 communes qui ont demandé à bénéficier de ce programme d'accompagnement. Donc vous voyez, c'est tout récent, très concret, et nous organisons vendredi un événement de lancement au campus cyber. Vous êtes les bienvenus. Nous avons déjà plus de 80 participants. C'est dire la mobilisation des communes sur ce sujet et leur permettre évidemment de rentrer dans le dispositif. Je vous remercie.
Je vous remercie, Monsieur le maire, pour votre présentation. Je vous remercie chacun d'entre vous parce qu'on sent de la passion et vraiment de l'investissement collectif. Ça fait vraiment plaisir. Et puis merci d'avoir cité si souvent cybermalveillance, qui est un acteur essentiel de la cyberprotection des entreprises, mais aussi des particuliers. J'en profite pour citer le lancement du 17 Cyber, qui est une nouveauté depuis le mois de décembre et que l'on doit aussi à cybermalveillance. Donc je vais commencer par laisser la parole à notre rapporteur Patrick Chaise qui commencera. Merci Monsieur le Président, merci à toutes et à tous. Alors, beaucoup de choses ont déjà été dites. Je m'excuse par avance des redites, mais des fois, c'est peut-être bien de pouvoir insister sur certains points. Donc, en ma qualité de rapporteur chargé de l'examen du titre 2 du projet de loi, mon intervention sera centrée sur la transposition de la directive du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l'ensemble de l'Union, plus connue sous le nom de directive NIS 2. Avec cette directive, il ne s'agit plus seulement de sécuriser des infrastructures critiques, mais aussi d'assurer la résilience des entités critiques en tant qu'organisation et de l'ensemble de leur système d'information. Et de fait, cette résilience est indispensable s'agissant des collectivités territoriales, car celles-ci sont de plus en plus victimes de cyberattaques, avec 187 incidents les concernant traités par l'ANSSI entre janvier 2022 et juin 2023. Alors que l'imposition des règles aux collectivités est laissée au libre choix des États membres dans la directive, la France, qui a porté cette nécessité lors des négociations européennes, a fait le choix de les intégrer dans ces nouvelles exigences, au regard de la multiplication des attaques affectant les services publics locaux et leur faible sécurisation. Le projet de loi prévoit ainsi que près de 1500 collectivités territoriales, groupements de collectivités et organismes placés sous leur tutelle, dont l'ensemble des régions et des départements, près de 1000 communautés de communes et 300 communes de plus de 30 000 habitants, devront se conformer au cadre législatif résultant de la transposition de la directive NIS 2. En particulier, l'ensemble de ces collectivités devront elles-mêmes évaluer si elles sont soumises à la directive, si elles sont entités essentielles ou importantes, et devront s'enregistrer auprès de l'ANSSI et lui notifier tout incident de cybersécurité. Alors, plusieurs questions avec déjà des réponses partielles, mais sur lesquelles je voudrais néanmoins insister. Partagez-vous le constat selon lequel les collectivités territoriales sont aujourd'hui souvent vulnérables face aux menaces cyber? Alors, vous l'avez évoqué, beaucoup se disent inquiètes, considèrent le sujet très important, mais peu sont finalement conscientes et même armées. Et quand vous dites globalement qu'il y a des inquiétudes fortes, des conséquences dramatiques, mais que finalement les évolutions budgétaires, en tout cas les budgets qui sont alloués, ne sont pas au rendez-vous, n'y a-t-il pas une incohérence et comment peut-on faire ou pourrait-on faire pour corriger ces incohérences? Deuxième question, considérez-vous que les obligations mises à la charge des collectivités par le projet de loi soient proportionnées, c'est-à-dire adaptées aux moyens et à la maturité des acteurs? Alors vous en avez aussi en partie répondu, mais je pense qu'il est important qu'on revienne sur ce point. Pensez-vous que les collectivités que vous représentez sont suffisamment informées des changements à venir? Seront-elles en mesure de s'y conformer rapidement? Et comment faire pour pouvoir faire évoluer justement ce niveau d'information? Enfin, pensez-vous que l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information est suffisamment bien identifiée par les collectivités territoriales comme un interlocuteur de confiance dans le domaine de la cybersécurité? Car les entités régulées par la directive NIS 2 devront s'enregistrer auprès de l'ANSSI, je vous l'ai dit, mais aussi lui signaler tous les incidents significatifs de cybersécurité. Donc la relation collectivité-ANSSI doit être fluide. Voilà pour mes questions, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le rapporteur. Est-ce que ça ne vous dérange pas si on prend les deux autres questions des rapporteurs? Comme ça, voilà, effectivement, je pense aussi. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Donc, Hugues Saury, je suis sénateur du Loiret. Je suis membre de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense au Sénat. Et c'est à ce titre que donc, je m'étais proposé d'être rapporteur du titre premier, donc plus spécifiquement de la transposition de la directive REC.
Je ne vais pas vous faire la même introduction que mon collègue pour vous laisser plus de temps pour répondre, mais j'ai quelques questions également à vous poser. Quel bilan tirez-vous du dispositif actuel de sécurité des activités d'importance vitale pour les collectivités territoriales ? Quelques-uns d'entre vous ont donné des statistiques, mais je serais intéressé de savoir dans chacune de vos organisations quelle est la proportion des entités que vous considérez être robustes par rapport dans vos différentes associations. Quelle est la proportion de régions, de communes, de départements que vous considérez comme étant engagés dans une politique de défense cyber et considérés comme robustes par rapport à ce risque. Comment évaluez-vous la philosophie générale de la directive REC et du titre premier du projet de loi, notamment leur priorité donnée à la résilience sur la simple protection ? Quel regard portez-vous sur les définitions inscrites à l'article 1er du projet de loi, activité d'importance vitale, infrastructure critique, point d'importance vitale et système d'information d'importance vitale ? Selon vous, les obligations prévues dans le titre premier, plan de résilience opérateur et particulier, notification d'incidents, exigences spécifiques pour les entités critiques européennes, sont-elles pertinentes et proportionnées ? Comment jugez-vous les mécanismes de contrôle, d'astreinte et de sanctions prévus en cas d'obstruction qui pourront aussi s'appliquer aux collectivités territoriales ? Puis enfin, le Conseil national d'évaluation des normes a émis un avis défavorable sur ce projet de loi au regard des coûts non compensés qu'il engendrera. Vous avez insisté sur le fait qu'évidemment, il y aurait des coûts induits. Pourriez-vous nous indiquer quelles mesures pourraient être prises par l'État pour accompagner les collectivités, leurs groupements ou leurs établissements qui seront désignés OIV dans la mise en œuvre de leurs obligations ? Je vous remercie. Merci beaucoup. Sénateur Michel Cannevet, rapporteur. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers collègues. Effectivement, je suis co-rapporteur pour la partie DORA, mais je ne pense pas que, pour ce qui concerne les collectivités territoriales, il y ait, au niveau des organismes financiers, des particularités. Sinon, vous pourrez me le dire. Donc, je vous pose deux questions à titre général. La première, pour savoir si, à votre avis, on est dans un contexte de surtransposition pour ce qui concerne les obligations faites aux collectivités territoriales sur NIS 2. Et la deuxième question, c'est sur le délai pour la mise en œuvre. Est-ce que les choses vous semblent claires ou souhaitez-vous qu'il y ait des délais un peu supérieurs pour la mise en œuvre et le respect des obligations, si vous considérez que ce n'est pas de la surtransposition? Merci. Mes chers collègues rapporteurs, est-ce que vous acceptez que les collègues posent leurs questions en complément ou directement, parce que comme ça va éviter. Vous allez avoir un exercice de collectivité sénatoriale. Okay. Donc, Michael Vallet d'abord, et puis ensuite. Merci, Monsieur le Président. Michael Vallet, je suis sénateur de la Charente-Maritime. On a parlé de questions de moyens et de ressources humaines, on a parlé de questions d'acculturation aussi. Et passez-moi l'expression, est-ce que pour éviter de réinventer l'eau chaude sur ces questions d'acculturation, on pourrait essayer de profiter d'un exercice qui existe déjà dans un certain nombre de communes? Donc je m'adresse plus aux représentants des communes, donc à notre collègue Michel Sauvade et puis au Grand Paris, en reprenant par exemple une recommandation de l'AMF qui, dans son guide sur la cybersécurité de novembre 2020, affirmait que les plans de crise des communes et des intercommunalités devraient être complétés par un volet numérique. C'est aussi une proposition qui a été formulée par les élus au numérique lors du 5e congrès national organisé par Ville Internet en 2023 et qui proposait de rendre obligatoire une périodicité d'exercice de cyberattaque. Sur les 21 000 et quelques communes en France tenues de rédiger ce qu'on appelle un plan communal de sauvegarde, bon, on distingue Châteauroux au Colmar qui ont déjà intégré le risque cyber dans le PCS. Est-ce que vous pensez tout simplement que ça pourrait être une piste où, à l'occasion des renouvellements des plans communaux de sauvegarde, on pourrait faire en sorte de systématiser un chapitre sur le risque cyber, sans aller forcément très loin, mais pour faire une pierre deux coups? Sénatrice Catherine Morin-Desailly. Merci, Monsieur
Président, je suis sénatrice de Seine-Maritime et conseillère régionale de Normandie. Donc je suis extrêmement sensible à ce que mes collègues en face ont, comment dirais-je, expliqué à propos de la position de Région de France, et je partage complètement les remarques que vous avez formulées. La transposition de ce texte met clairement en lumière, en réalité, les carences d'un État qui est tout sauf stratège. Je rappelle qu'on a eu quand même 4 ministres du numérique en peu de temps, et que aucun d'entre eux n'avait une vision panoramique et transversale du sujet, et c'est bien ça le problème. Il y a 10 ans, dans un premier rapport au Sénat, nous établissions le fait qu'il fallait absolument un haut commissariat au numérique, et même dans la loi pour une république numérique, nous avions amendé le texte dans ce sens-là. Donc ce sera peut-être l'occasion, la transposition de la directive Nice 2, de redire qu'il faut absolument qu'on change complètement de stratégie. Dans le cadre de cette stratégie énoncée, est-ce que l'ensemble des collectivités que vous représentez, est-ce que vous vous sentez suffisamment accompagnés, éclairé sur certains choix stratégiques aussi qu'il convient d'avoir, et de bons réflexes en réalité pour se prémunir des cyberattaques. Cyberattaques, c'est bien sûr les infrastructures techniques, physiques. Ce sont aussi, dans le cadre de l'informatique en nuage, ce sont aussi les logiciels de traitement, les data centers. C'est toute une chaîne en fait qu'il faut sécuriser. Est-ce que, par exemple, sur le choix de logiciels, ce qui va contribuer à gérer ce que sont les données sensibles que vous avez aussi à traiter, qui ont été à protéger, de quel éclairage bénéficiez-vous? Est-ce que vous pensez que vos collectivités, soit séparées, soit réunies, disposent de circulaires clairs sur ces sujets? Est-ce que vous vous sentez accompagné aussi par... Alors, on a évoqué l'ANSSI, mais il y a bien sûr la CNIL aussi, qui accompagne les collectivités sur ces sujets. J'aurais bien aimé disposer de votre éclairage. Les cyberattaques ont concerné bien sûr vos collectivités, nos collectivités, mais également les établissements de santé, mais pas que. Des lycées, il n'y a pas si longtemps que ça, aussi subi des cyberattaques. Voilà. Vous avez chacun des niveaux à votre niveau. Les établissements scolaires en responsabilité, lycée, collège, école. Il y a des choix technologiques aussi à opérer quand vous équipez les élèves, les établissements, des choix à la fois d'outils, mais également de logiciels de traitement. Encore une fois, comment ça se passe par exemple avec l'éducation nationale? Il y a des commissions dédiées avec des directives claires. Avez-vous en face de vous des personnels qui vous semblent formés et compétents sur ces sujets? Car la formation des formateurs est obligatoire. Je dois dire que je me suis presque étranglée quand j'ai découvert que ma propre région, c'était elle qui finançait des dispositifs pour prévenir les excès des écrans et du coup des cyberattaques à travers les écrans, et que ce n'était pas l'éducation nationale qui faisait ce travail-là. Voilà, c'est une question assez simple, mais qui rentre quand même dans le champ, la réflexion sur la cybersécurité. Merci, ma chère collègue. Il y a encore 3 demandes de questions. Donc, la liste s'allonge. Je vais peut-être l'arrêter là parce qu'après, on va manquer. Oui, non, mais vous êtes... Voilà, c'est ça. Donc, j'ai Ludovic Hay et ensuite vous-même. Donc, ça s'allonge, mais il faudra vous mettre d'accord pour vous compléter dans les réponses. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc, Ludovic. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues, mesdames et messieurs. Merci d'abord de nous consacrer de votre temps pour nous remonter effectivement les informations du territoire, chose que nous obtenons aussi dans nos fonctions de sénateurs et de sénatrices. Un point qui n'a pas été évoqué depuis le début, c'est de revenir à ce qu'on appelle la politique de gestion du risque. Ça, on n'en a peut-être pas assez parlé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus, à travers cette directive, demander aux collectivités territoriales plus que le prix de l'attaque elle-même si elle venait à venir un de ces jours. Ah oui. Oui, tout à fait. Une cyberattaque? Ludovic, oui, je poursuis. Ah bon. Aujourd'hui, une politique, et vous l'avez dit, je crois que c'est vraiment le point commun de toutes vos interventions, c'est de dire qu'une politique claire et efficace au niveau national n'empêche en rien une articulation agile au niveau territorial,
Je vous dis ça parce qu'aucune collectivité, vous le savez comme moi, ne ressemble à une autre, aussi bien dans le fond que dans la forme, par leur taille, par leur implantation géographique, mais aussi dans le fond, puisqu'il y a des collectivités qui sont spécialisées dans la délivrance de papiers d'identité, d'autres dans l'instruction de permis de conduire, ou encore spécialisées dans le volet social. Donc ça en fait des communes et des collectivités différentes qui n'ont pas forcément les mêmes besoins et les mêmes données à protéger. Simplement, je vais aller à l'essentiel. Cette directive ne doit pas constituer, je l'ai déjà dit la dernière fois, une épée de Damoclès supplémentaire sur la tête des communes qui en ont déjà plusieurs sur d'autres sujets. Je crois que c'est extrêmement important. Surtout que mettre de toute façon les communes au pas avec une sanction en filigrane n'a jamais été vraiment une solution à un gage d'efficacité. Le deuxième point qui est important, c'est qu'aujourd'hui, ça c'est très important, mettre un coefficient de proportionnalité entre l'argent investi et le niveau de sécurité atteint, pour moi, est utopique. C'est tout à fait le contraire. Moi, j'essaye d'aller dans les communes pour leur dire qu'on peut aujourd'hui se protéger de manière efficace sans investir trop. Et je crois qu'il ne faut pas non plus qu'on aille dans une course en avant, dans une fuite en avant, où les communes vont devoir faire des études préalables, etc. Elles n'en ont d'ailleurs déjà pas les moyens, au risque de pouvoir ne pas aller au bout du système. Faisons attention aussi que ce qui peut apparaître comme un investissement au départ peut se transformer en du fonctionnement dans les années au fil du temps, sachant que c'est un peu ce qui pose problème aux communes dans leurs budgets communaux. Enfin, ce que je voulais vous dire in fine, en tout dernier, c'est que les actions de bon sens qui peuvent être mises en place au niveau des communes, parfois, c'est simplement de l'identification de données critiques. Quelle est l'identité, quelle est l'information qui est critique dans cette collectivité territoriale et quelle est leur politique de restauration en cas de problème. Avec ces deux questions-là, on arrive quand même pas mal à les rassurer et à pouvoir agir efficacement en cas de problème. Et enfin, au niveau RH, vous l'avez dit, mais je crois que c'est utopique, malheureusement, pour certaines communes, de pouvoir s'offrir les services d'un spécialiste cyber alors qu'elles n'ont déjà pas la possibilité de se prendre une secrétaire générale de mairie à plein temps. Donc là aussi, il faudra qu'on soit très vigilant. La solution pourrait être de tout transférer à l'EPCI. Là, je crois qu'il faut aussi être très vigilant parce qu'on créerait une fracture numérique supplémentaire. Merci à vous. Merci, chers collègues. Madame Audrey Linkenfeld. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Audrey Linkenfeld, donc je suis sénatrice du Nord, élue de la ville de Lille. En tant qu'élue de la ville de Lille, à l'époque comme première adjointe, j'ai eu à subir il y a 2 ans maintenant une cyberattaque d'ampleur. Donc je mesure tout à fait ce que ça veut dire, chers collègues, de délivrer des actes d'état civil, par exemple, quand on n'a plus d'informatique, ou de délivrer des billets d'entrée à la piscine, aux zoos ou dans les médiathèques. Je suis par ailleurs membre du conseil de surveillance d'Eura Technologies, dont l'une des filiales opère le campus cyber Hauts-de-France, donc assez au fait aussi de ce que vous avez pu dire sur ce sujet, sur le financement, sur la pérennité, sur l'efficacité, ou en tout cas la manière dont se sont montés les CSERT. J'aurais souhaité vous poser 2-3 questions, une ou deux qui ne font finalement que revenir sur ce que vous avez dit vous-même. Donc est-ce que vous pourriez expliciter ce que vous avez pu dire, je pense en particulier à l'ARF, sur la différence entre le niveau national et le niveau régional de l'ANSSI dans l'accompagnement, et peut-être aussi par extension, pour rebondir sur ce qui a été dit par des collègues précédemment, sur la CNIL, qui est un interlocuteur souvent national, mais dont on a besoin quand on est malheureusement victime d'une cyberattaque. Expliciter aussi ce que vous nous avez dit sur l'absence de compétences cyber, comment vous voyez les choses, l'articulation entre la compétence numérique, la compétence économique, la compétence cyber dans les différentes strates, interco et ou régions. Et enfin, question plus nouvelle, cela a été abordé tout à l'heure par Michael Vallée notamment. Moi, je suis assez favorable en effet à ce qu'il y ait un volet cyber dans les PCS, parce que quand on a subi une attaque et qu'on doit tout redémarrer, on mesure à quel point ça aurait été utile d'avoir un plan de continuité ou un plan de reprise. Ma question est la suivante. Au-delà des aspects strictement numériques de cette continuité et de cette reprise, est-ce que vous considérer, peut-être que la métropole du Grand Paris, qui a accompagné, je crois, 113 incidents, vous nous avez dit, est-ce que vous considérez qu'il y a aussi un déficit d'accompagnement de l'État sur les process
tout court. C'est-à-dire, pendant qu'on n'a pas d'informatique, en fait, on fait comment quand on doit délivrer un acte d'état civil, quand c'est pas un Lillois qui vous le demande, mais un Marseillais? On fait comment quand on doit délivrer un permis de construire? Bref, on fait comment pour assurer la continuité du service public? Dans n'importe quelle grande entreprise, on peut penser que ça passe par des process qui sont écrits et qui existent. À l'échelle de nos collectivités, je ne suis pas certaine qu'on ait l'équivalent. Est-ce que c'est des choses auxquelles vous avez été confrontés? Est-ce que vous ne pensez pas que si on veut une politique complète en matière de cybersécurité, on doit aussi s'intéresser à ces aspects non numériques de la continuité de nos services? Merci. Merci beaucoup, ma chère collègue. Madame sénatrice Vanina Paoli-Gagin. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup. Je suis sénateur de l'Aube. J'ai 3 petites questions. La première, elle recoupe un peu celle qui a été posée par une de mes collègues. C'est sur les infrastructures et les outils, en fait. Est-ce que vous pensez qu'on gagnerait à orienter un peu la commande publique des collectivités vers des outils et des infras peut-être moins vulnérables, plus open source et plus européens? Ça, c'est ma première question. La deuxième, c'est sur les RH. Dans l'Aube, nous avons créé une université qui s'appelle l'Université de Technologie de Troyes, qui forme à la sécurité globale. Et nous avons lancé un institut IT for Cyber qui a pour vocation de proposer des formations en continu, en alternance professionnelle et qui forme déjà notamment des forces de l'ordre sur ces enjeux de sécurité cyber. Donc je voulais vous dire que on est très ouvert à toute demande de formation qui pourrait émaner des collectivités. Et enfin, moins pro domo, j'aurais souhaité savoir si vous aviez avancé la réflexion sur le financement, parce qu'on voit bien qu'on a un problème de financement. Est-ce que vous avez eu, à chaque niveau d'organisation regroupant les collectivités, des discussions avec France Assureur, parce que finalement, ce dont on parle, c'est un risque. Et donc, en général, quand il y a un risque, on se tourne vers les structures d'assurance des risques. Et donc, je voulais savoir si vous pensez qu'il serait de bonne loi de faire contribuer les assureurs activement au financement de ces, finalement, des coûts induits par ces transpositions qui vont augmenter le niveau de sécurité. Je vous remercie. Merci beaucoup, mes chers collègues. Alors, normalement, on devait terminer à 18h, donc je suis obligé de lancer un plan de recovery. Donc, je propose qu'on finisse en allonge de 10 minutes, ce qui nous donne 15 minutes pour répondre. Et je sais que je crois que vous deviez partir à 18h, donc c'était prévu comme ça. Donc, bon, c'était... Si c'est 18h15, c'est bon. Alors dans ce cas-là, je le fais dans l'ordre qui était prévu. Donc on va commencer par Monsieur Sauvad, si vous nous entendez bien et si ça fonctionne toujours. Oui. Merci là, on n'a beaucoup. pas le son. Vous avez l'air... Voilà, ça y est, ça vient. Si, c'est bon? Très bien. Alors, très rapidement, aux questions dans l'ordre, si vous voulez. Je n'ai pas eu le temps vraiment de synthétiser, moins rompu à l'exercice que vous, je pense. Vous savez que l'AMF, comme l'ADF d'ailleurs, sont des associations généralistes, chacune à leur niveau de collectivité locale, et elles sont entourées et soutenues de l'expertise d'un certain nombre d'associations qui sont plus spécialisées. Et nous, dans le domaine du numérique, on peut compter sur l'expertise de l'AVICA, l'expertise de la FNCCR, etc. Pour avoir ces éléments-là, vous serez donc pas surpris que je partage assez largement les interrogations de Patrick Chaise. Est-ce qu'on partage le constat sur la vulnérabilité des collectivités? Oui. Comme on constate également de très nombreuses vulnérabilités de nos collectivités dans tout un tas de domaines de sécurité. Qui n'a pas dans sa commune été interpellé, c'est toujours très désagréable, par quelqu'un qui vous explique, monsieur le maire, que tant qu'il n'y aura pas eu un accident mortel, vous n'aurez pas pris la mesure du dispositif. Et c'est vrai, le sénateur Chaise a raison, il y a quelque part une incohérence.
L'AMF est parfaitement consciente que nous, élus locaux, nous, maires ou présidents d'intercommunalité, on doit assumer nos responsabilités. Et quelque part, le défaut global que je pourrais évoquer pour l'ensemble des questions que vous avez posées, c'est celui du portage politique. Ce portage politique n'est pas assuré pleinement par les collectivités. Il l'est sans doute plus au niveau des départements, disons dans la globalité, parce que les moyens et l'engagement n'est pas le même, mais il y a un déficit de notre part de portage politique sur un sujet qui est perçu très techno et pas très intéressant quelque part. La position de l'AMF, elle est très claire. S'il y a un sujet politique, c'est bien celui du numérique. Et du coup, budget proportionné, évidemment non. Information suffisante des collectivités, non, mais à nous, quelque part aussi, de faire l'effort d'aller vers cette information. En mesure de s'y conformer rapidement, certainement pas. Et est-ce que l'ANSSI est bien identifié par nos collectivités? Je ne pense pas. Donc voilà pour ce premier point. Pour Uxori, proportion des entités robustes, etc. Moi, je suis dans l'incapacité, dans l'un et dans l'autre, de vous le dire. Moi, j'ai le sentiment que toutes nos collectivités sont fragilisées. Et à ma connaissance, on n'a pas de statistiques. Je pourrais donner des statistiques sur les budgets des départements et vous dire qu'aujourd'hui, mais vous le savez aussi bien que moi, les départements en termes budgétaires sont sinistrés dans un pourcentage important. Je ne peux pas vous le dire sur le numérique. Très, très clairement, et je comprends tout à fait les difficultés sur la proportionnalité des mécanismes de contrôle et l'avis défavorable du Conseil des normes. Michel Canivel, contexte de surtransposition, ça a déjà été évoqué dans une table ronde précédente. Certains points paraissent curieusement en sous-transposition. Je pense justement à l'identification des incidents à faire remonter. D'autres nous posent problème, Patrick Chaise l'a évoqué, avec l'embarquement qui était à la main des gouvernements sur les collectivités. Concernant les délais supérieurs, bien entendu, la question des délais va se poser, mais je crois que la question, c'est surtout notre capacité à travailler ensemble pour essayer d'avoir des délais qui sont adaptés à chaque strate. Concernant Michael Vallet, que je remercie d'avoir évoqué les recommandations de l'AMF à juste titre, pour aller dans son sens sur ce qui existe déjà, il y a quelque chose qui s'appelle immunité cyber avec la gendarmerie nationale qui permet aux collectivités de s'identifier en 10 cases à cocher et avec un accompagnement local qui permet aux communes les plus petites de mettre un point d'attention sur les difficultés majeures. Mais bien entendu, l'AMF se veut le relais pour l'ensemble des collectivités, de la plus petite mairie à la commune de Paris. Concernant Madame Catherine Morin-Desailly, j'espère que je n'ai pas écorché les noms. La question de l'accompagnement des collectivités, il est clair que non, et nous partageons, la nécessité de faire du numérique un sujet numérique à part entière, par opposition à ce qu'évoquait Michael Vallet avec l'adduction au PCS. C'est une réflexion qui peut être conduite en termes de gestion de crise, mais qui doit être doublée d'une dimension spécifiquement numérique. Je pense que cet aspect-là est important. Ludovic évoque la politique de gestion du risque et ne pas demander plus que le prix de l'attaque. Je l'ai évoqué, je partage tout à fait votre point de vue, mais ça interpelle qu'on en soit là. Je crois qu'une réponse peut être plutôt du côté de l'État que dans le domaine de la sanction, même proportionnée, de parvenir à créer une dynamique collective. Et dès lors que l'État n'est pas embarqué, l'intervention de Constance Nebula par rapport à la ministre est assez édifiante et venait en complément de ce que j'ai dit. Ce qui pêche, c'est la volonté de l'État de s'engager, contrairement aux échanges que moi j'ai pu voir dans les différentes tables rondes que vous avez construites. Audrey Linkenheld,
sur la différence entre le niveau national et le niveau régional, ça relevait des régions. Et enfin, Sylvie Gouache-Avant, orientée vers des produits open source, plus européens. Je crois qu'il y a deux choses. Moi, je suis confronté en tant que vice-président au numérique du département à l'évolution de nos dispositifs. Et aujourd'hui, l'open source pour une collectivité qui ne dispose pas du back-office important derrière, de mise à niveau et de suivi, ça se traduit non pas par une avancée en termes de numérique. Moi, ce que je gère aujourd'hui au niveau du département du Puy-de-Dôme, pour ce qui concerne le budget du numérique dont j'ai la responsabilité, c'est pas avancer vers plus de cyber, avancer vers plus de développement du numérique. Je suis en train de me débrouiller pour résorber au mieux une dette numérique qui est en réalité creusée au fil des années par l'absence d'une politique globale adaptée. J'ai essayé d'être très, très rapide. L'AMF, en tout cas, est à la disposition de vous tous. Mes obligations m'amènent très régulièrement à être sur Paris. Je suis vraiment à votre disposition si vous le souhaitez, avec beaucoup de plaisir, et en vous remerciant pour la qualité de l'échange. Merci beaucoup. C'était donc, pour précision, Madame Paoli Gagin, à qui vous avez répondu en dernier. Donc, il y a une petite erreur sur le nom pour le script. On va reprendre un pilotage politique, justement, de l'échange, puisque ça fait parfois défaut, ça a été sous-pointé. C'est que là, la réponse, effectivement, a été très, très complète sur tout le monde. Je vous proposerai d'être synthétique et de faire pour qu'on s'en sorte dans le temps qui était un peu imparti. Alors, on y va, Madame Nebula ? Merci beaucoup. Donc, je ne vais pas répondre aux questions, effectivement, une par une, tiret par tiret, et je vais essayer de regrouper les sujets, entre guillemets, par thème. Le premier sujet était sur la prise de conscience des collectivités. À l'échelle des régions, il serait faux de dire qu'il n'y a pas une prise de conscience, parce qu'on est des entités qui sont quand même relativement fortes, relativement costauds, avec des grosses DSI et avec des moyens. Par contre, ce que l'on a constaté à l'échelle des régions, c'est le niveau d'en dessous qui n'a pas cette prise de conscience et qui n'est pas forcément au courant. Je vous ai donné tout à l'heure le chiffre de 23% qui n'a jamais entendu parler de NIS 2. Je vais vous raconter une anecdote. Nous, la région Pays de la Loire, on a un GIP qui s'appelle e-collectivité, qui vise à accompagner la transformation numérique des collectivités, numérique responsable, intelligence artificielle, cybersécurité. La base de la base de la base, c'est quand même d'avoir une adresse mail sécurisée, @monvillage, macommune.fr, etc. Il faut imaginer que quand on propose gratuitement à une commune, une petite commune, de l'héberger, d'avoir un nom de domaine propre et de l'héberger parce qu'elle avait lemaire@gmail.com, la commune nous répond « je garde mon Gmail ». Voilà. Donc c'est l'exemple que je voulais vous donner, simplement sur la prise de conscience. Donc la prise de conscience, elle n'existe pas dans les strates plus petites, mais au niveau des régions, ça va plutôt bien. Au niveau de l'ANSSI, bien identifié, oui, heureusement qu'on a l'ANSSI. Enfin vraiment, heureusement qu'on a l'ANSSI en région. Et c'est un petit peu le sujet que j'ai envie d'évoquer, c'est qu'on manque de moyens de l'ANSSI en région, alors que quand on a une cyberattaque, il se trouve que moi, je suis aussi élu local, je suis élu à Angers, qui a été la deuxième plus grosse cyberattaque avec Aix-Marseille il y a maintenant 3 ans et demi. On a mis 3 ans pour s'en remettre. Notre premier réflexe a été l'ANSSI. Qui nous a aidés ? C'est pas l'État. Enfin, c'est pas l'État. C'est pas les process de l'État. C'est l'ANSSI et c'est le privé, puisqu'il a fallu remédier au système d'information. Donc c'est un peu en mode débrouille, mais heureusement qu'on a l'ANSSI en région, et c'est l'ANSSI en région qu'il faut renforcer. En revanche, ça a été évoqué tout à l'heure, a été évoqué la CNIL. Il serait faux aussi de dire qu'on a beaucoup de liens avec la CNIL. C'est pas quelque chose qui est décentralisé, c'est pas un interlocuteur local, c'est pas un interlocuteur pour les élus. Voilà, contrairement à l'ANSSI, qui a encore une fois une belle présence en région. Au niveau des sanctions, je crois que c'était vous, Monsieur le Président, qui avez dit sur une table ronde, on était tous les deux ensemble, vous avez dit la loi est la même pour tout le monde. Et je suis assez d'accord sur le principe, à condition qu'il y ait l'accompagnement nécessaire. Je ne suis pas d'accord pour que les collectivités soient sanctionnées si elles n'ont pas été aidées à faire ce pourquoi on leur a demandé de faire. Soit on décide qu'il y a une différence entre le secteur public et le secteur privé et les sanctions ne sont pas les mêmes, d'accord, mais soit on décide de mettre des moyens sur l'accompagnement effectif et là les sanctions sont les mêmes. Voilà, c'est un point de vue. Je ne suis pas anti-sanction ou pro-sanction. Je vous dis juste que la sanction pour la sanction, ça n'a aucun intérêt. Et encore une fois, les collectivités, on croule sous les sanctions, les réglementations, les normes, etc. Commençons par l'accompagnement avant de penser à la sanction. Ça me paraît assez logique. Sur transposition, est-ce qu'on en a peur ?
un peu, mais j'ai envie de vous dire que le sujet vient pas de nous, et le sujet vient de l'Europe, mais c'est un autre débat. Parce que plus on a de normes européennes, plus elles se démultiplient à l'échelle locale, mais c'est encore une fois un autre sujet. Le délai de 3 ans, je pense que le délai de 3 ans, en tout cas du côté des régions, est bon. Encore une fois, on n'a pas attendu pour commencer. On est dans les clous. Je ne répondrai pas sur la partie règles parce que ça nous concerne moins. Pareil sur le PCS. En revanche, question politique, bien entendu. Quelle transversalité ministérielle? En fait, à qui on parle? À Bercy, à l'intérieur ou à la Défense? On ne sait pas. Voilà, c'est quelque chose c'est aussi quelque chose que j'ai évoqué avec Clara Chapaz la semaine dernière. Moi, à titre personnel, ça fait des années que je défends le fait d'avoir un ministre unique du numérique, de la cyber et de l'IA qui dépend du Premier ministre et qui est transversalité sur les autres directions ministères, enfin sur les autres ministères. C'est logique. Et tant qu'on n'aura pas ce positionnement-là, eh ben on pourra toujours discuter de stratégie de l'État. Voilà. Mais un jour peut-être. Ça a existé, exactement, et c'était très bien. Maintenant, on va faire avec ce qu'on a. Je ne répondrai pas sur les données sensibles. Je pense que Jérôme en dira un mot. Il se trouve que je suis présidente d'Open Data France, donc la question des données me touche particulièrement. Et là aussi, heureusement qu'on a des structures qui existent pour pallier au manquement de l'État. C'est encore un avis personnel. Les environnements numériques de travail dans les lycées sont attaqués. Nous, en Pays de la Loire, on a eu un hacking dans un lycée avec des vidéos d'une violence inouïe diffusée sur l'environnement numérique de travail. Le personnel n'est absolument pas formé à ça. Ils ne savent même pas quoi faire. C'est panique à mort. Vraiment, c'est panique à mort. Donc là, il y a tout un volet où je n'ai pas la réponse à la question de comment on va sensibiliser jusqu'au personnel des lycées, puisque, étant donné que tout est numérisé, il faudrait aller partout en termes de formation et de sensibilisation. Le budget DSI, je vous confirme que plus les années passent, plus le budget des DSI augmente en fonctionnement. C'est d'ailleurs même le seul budget dans les collectivités qui augmente en fonctionnement, puisqu'on est censé normalement réduire le fonctionnement et avoir plus d'investissement, et le budget des DSI augmente en fonctionnement structurellement parce qu'il faut payer de plus en plus d'outils numériques qui pèsent sur le budget de fonctionnement. Donc c'est un problème. Je vous ai évoqué l'ANSSI, compétences, et je terminerai sur la partie compétences, cyber, éventuellement région. Le sujet n'est pas tant la compétence qu'un manque de clarté. Qu'on nous dise oui ou non si on s'en occupe. Mais si on s'en occupe, on nous donne les moyens de le faire. Mais qu'on ne nous dise pas, on vous propose de faire un CESIRT, mais débrouillez-vous. On vous propose de faire un campus cyber, mais débrouillez-vous. Je suis désolée de donner cet exemple, mais pour moi, le 17 cyber crée une sorte de confusion, parce que le 17 cyber, c'est un numéro national, mais qu'est-ce qu'on fait des numéros régionaux? Pour moi, ça vient en contradiction. Ça veut dire que les appels dans les CESIRT vont être moindres que les appels éventuellement au 17 cyber. Ou pas. Enfin, là, en fait, si vous voulez, peut-être que nous, comme on est un peu plus en affinité avec le sujet, on va pouvoir l'expliquer. Mais pour le grand public, c'est un bazar horrible. Pareil pour les associations, pareil pour les entreprises. Ils ne vont plus savoir. Plus il y a d'entités, plus il y a d'organismes, moins on sait vers qui se tourner. Et c'est un peu le problème. Donc on est en mode, c'est le terme que j'ai dit tout le temps sur ce type de sujet, on est en mode débrouille. Et je pense qu'on va malheureusement continuer à être en mode débrouille. Merci. Oui, c'est bien d'avoir un numéro unique, vous savez, parce que quand on doit savoir déjà dans quelle région on se trouve, qu'il y a un numéro, et comme il se trouve que toutes les régions n'ont pas justement un CESIRT, voilà, et la décision de faire des CESIRT régionaux n'a pas été non plus, il n'y a pas eu de consultation préalable, et donc on se retrouve dans la question de pilotage, on se retrouve avec ce qu'on a, mais on avait besoin justement depuis longtemps d'un numéro d'appel unique qui peut réorienter vers éventuellement un CESIRT régional, si la solution peut être là. Monsieur. Oui, merci beaucoup. Alors, c'est un exercice extrêmement frustrant parce que, contraint par le temps, je vais pouvoir juste répondre qu'à quelques éléments. Juste sur cette question du CESIRT, rappeler malgré tout qu'il y a un lien entre les CESIRT régionaux et le 17 cyber. De redirection. En tout cas, en Bretagne, il y a ce travail-là qui a été fait. Moi, je vais juste 2-3 sujets. Je prône pour effectivement un portage politique unique, mais mes relations, et c'est la chance qu'on a en Bretagne, c'est vrai qu'on a une relation très proche avec le ministère des Armées. Et donc, il y a une chose dont je me suis rendu compte, que je vous verse ici à votre réflexion, c'est qu'il y a une dualité quand même dans la cyber. Il y a la cyber civile et de défense, comme l'IA. Et je ne suis pas certain, discuter avec le ministre Lecornu, notamment qui est très allant sur le sujet de l'IA de défense, que c'est un sujet aussi facilement transversal qu'on le dit ici. En tout cas, c'est peut-être pas aussi simple. Je pensais initialement qu'il était simple, mais en discutant sur cette dualité, je me dis que c'est
c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on a du mal à avoir un portage unique derrière. Vous redire également que je suis intimement convaincu, par rapport à tout ce qu'on se dit, qu'il y a un vrai rôle de montée en compréhension du risque cyber, à tous les niveaux. Les régions, effectivement, on peut penser que parce qu'on s'est emparé du sujet du campus, des CCIRT, qu'on a cette capacité, et Constance l'a très bien rappelé, les moyens financiers, même s'ils sont contraints de pouvoir aller là-dessus, il n'en demeure pas moins que mes collègues élus sont bien éloignés de ces sujets-là et donc qui doivent prendre aussi des décisions derrière. Donc je pense qu'il faut encore une fois avoir... Moi, le message que je veux porter, c'est un message d'humilité et un message aussi de travail, de faire monter en compréhension de ce risque cyber. En tout cas, c'est comme ça qu'on le porte en Bretagne. Et donc derrière, le rôle des CCIRT, le rôle de l'ANSSI, que je tiens aussi également, et je rejoins les propos de ma collègue sur le fait que l'ANSSI a un rôle primordial dans les territoires et le lien qu'on peut avoir avec eux est extrêmement important. Mais je trouve qu'on fait porter beaucoup de choses sur les épaules de l'ANSSI. Voilà. C'est qu'on a l'impression qu'ils vont tout faire. Et donc c'est là où je sais les questionnements qu'il peut avoir, que certains d'entre vous ont, que j'ai pu noter dans d'autres auditions, je l'ai rappelé tout à l'heure, des gens d'ailleurs qui ont fait dire aux élus au numérique qui trouvaient que le CCIRT ne servait à rien. En tout cas, moi, on ne m'a pas posé la question. Et je vous dis tout le contraire. Et je pense que ça peut être une partie de la solution. Parce que ça nous permet d'avoir un lien avec l'ANSSI, parce que ça nous permet d'avoir un lien avec les territoires, et que ça permet de faire ce travail, de faire comprendre ce qui est derrière ce risque cyber. C'est pour ça que le NIS 2 en tant que tel, je ne suis pas capable, je ne suis pas suffisamment... le projet de loi que j'ai eu entre les mains fait 900 pages, je n'ai pas tout lu. En tout cas, c'est un bon moyen de donner l'opportunité de parler du sujet. Et donc je pense que là, derrière, ce lien entre le campus national, cette stratégie nationale et ce qu'on peut descendre dans les territoires sera extrêmement important. Et une dernière chose sur le choix des solutions plus souveraines, c'est un vrai sujet. Encore dernièrement, je déjeunais avec Microsoft. Et qui a je suis très interpellé sur le fait d'un côté des grandes ambitions et la réalité du terrain quand on fait des choix de solutions parce que c'est plus facile et que on est un peu embarqué dedans. C'est un vrai sujet que je partage avec vous et je pense que cette sensibilisation des élus est extrêmement important derrière. Donc c'est pas simplement les collectivités, ceci au sein des collectivités, les différents élus. Voilà ce que je pouvais dire rapidement, mais Et vous aviez bien dit plus tôt qu'il faut aussi avoir les moyens de ses ambitions. Donc ça nous renvoie à ça. Madame, interministérielle, intercommunalité. Voilà, intercommunalité. Moi, je vais être brève et je ne vais pas répondre à toutes les questions, ni même regrouper. Je ne suis pas rompue à l'exercice du tout, mais je vais commenter deux, trois questions qui m'ont interpellée, notamment est-ce que les collectivités connaissent l'ANSSI, connaissent la CNIL, enfin toutes ces relations, ça dépend de la taille, tout simplement. Mais est-ce que c'est gênant ? Pas toujours. Une commune, effectivement, comme le disait Michel Sauvade, elle sait qu'elle peut s'adresser à sa gendarmerie. La gendarmerie est très très à l'écoute. Donc parfois ça peut largement suffire. Donc c'est pas la peine d'aller chercher des choses très complexes. Parfois, ne serait-ce que lors d'une attaque ou ne serait-ce que pour être accompagné, diagnostiqué, parce que c'est un moment important. Par ailleurs, en ce qui concerne la gestion des risques, les PCS, je suis, en ce qui me concerne, effectivement, c'est pas la peine parfois d'aller dépenser de sommes folles dans des équipements, alors que c'est d'abord des bonnes pratiques. Donc, il y a peut-être une première partie diagnostic qui peut être fait soit par mon aide cyber, soit par la gendarmerie. Enfin, savoir où on en est, avoir les. Moi, je sais que dans ma commune, j'ai fait l'ANSSI, mon aide cyber. C'est des questions simples. Vous faites quoi de vos outils? Est-ce que vous avez un mot de passe administrateur? Parfois ils savent pas, demandez. Et puis c'est des choses comme ça. C'est parfois simplement des
entre guillemets, des bonnes pratiques, pas forcément des grosses dépenses. Je ne vais pas dire que c'est pour tout le monde la même chose. Là, je parle des plus petites structures. Mais c'est vrai qu'en termes d'accompagnement global, je dirais c'est assez zéro. Enfin, je suis peut-être excessive, mais il n'y a pas trop d'accompagnement. Chacun se débrouille. Nous, au niveau des intercos, nous, on essaye d'accompagner les communes. Sans la compétence, on n'y tient pas plus que ça. Simplement, on veut tous avoir la possibilité de voir comment on peut mutualiser plus ou moins en fonction des volontés des communes déjà et des moyens des intercos à ce niveau-là. Donc on a vraiment déjà tous les niveaux de mutualisation. Il faut simplement que la transposition ou ce qu'on va nous demander ne soit pas trop complexe, parce que sinon ce serait contre-productif. Et oui, pour tout ce qui concerne la gestion des risques, ne serait-ce que rajouter dans les PCS ou dans les PCIS, enfin les plans intercommunaux de sauvegarde qui sont normalement obligatoires à partir de 2026 pour toutes les intercos qui ont des communes qui sont soumises à un PCS. Une partie, un volet cyber avec le risque, et comment, en cas de crise, on peut y répondre, parce que là, simplement des choses basiques qui pourraient être inscrites dans ces PCS ou dans ces PCIS, ça aiderait beaucoup de gens, parce que les communes ou les petites intercos ont peur de l'attaque, mais sont tellement perdus par rapport à la réponse qu'il suffirait simplement d'avoir un petit peu quelques balises, quelques interlocuteurs, vous faites ça serait déjà énorme. Voilà. Et puis après, effectivement, accompagnement serait aussi comment travailler sur le après. Constance expliquait qu'ils ont mis 3 ans sans remettre. C'est énorme. Donc il y a quand même tout un travail à faire sur... une fois qu'on a été attaqué, puisque tout le monde le dit, c'est pas si mécant, mais qu'est-ce qu'on fait ? Bien sûr pour gérer la crise quand elle arrive, mais ensuite pour reprendre une activité normale ou petit à petit normale ou en mode dégradé. Voilà. Merci beaucoup pour réflexion, votre pragmatisme aussi. Monsieur le vice-président de la métropole. Merci Monsieur le Président. Je vais essayer d'être court. Je vais essayer de répondre alors à quelques points, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je partage. C'est vrai que le portage politique manque. Parce qu'on a cité un certain nombre de ministères, on a oublié aussi qu'il y avait le ministère des comptes publics et le ministère de la fonction publique aussi. Et donc on a saucissonné depuis une dizaine d'années, 10 ans à peu près, les sujets du numérique, et ce qui fait qu'il y a un manque d'impulsion politique. Et donc ça c'est très important, et je crois que les enjeux de l'intelligence artificielle nécessitent un ministère plein, ministère peut-être régalien, parce que c'est aujourd'hui un sujet sur bien des enjeux. Est-ce que l'accompagnement est suffisant au niveau de l'État, de l'ANSSI? Nous, on a des exemples à la métropole du Grand Paris qui montrent que l'ANSSI a joué son rôle, avant même que la région Île-de-France ait mis en place la plateforme et le numéro d'urgence. Donc, en l'occurrence, on a plutôt des retours positifs sur le rôle de l'ANSSI en situation de crise. Après, il y a une réalité qui fait que il faut restaurer les données. Donc, ça pose la question aussi de ce que l'État pourrait apporter aux collectivités dans un rôle régalien de souveraineté numérique. Moi, je crois qu'il y a quelque chose à développer auprès des collectivités. C'est un vrai sujet sur la sécurisation des données, sur du cloud souverain. Sur le NIS 2, sur le budget, oui, les collectivités, elles n'ont pas de budget pour tous ces sujets. Enfin, je veux dire, elles ont déjà à mettre à niveau un certain nombre de systèmes d'information. Et donc, c'est vrai que ce qu'on constate, c'est compliqué. Donc, nous, ce qu'on avait fait, on a fait le choix de donner, entre guillemets, de proposer un accompagnement gratuit pour que les communes, déjà, se laissent accompagner. Déjà, premier sujet. Et puis après, il y a évidemment l'investissement des collectivités. Nous, on a la chance d'avoir un territoire où on peut donner cette impulsion politique, ce qui n'est peut-être pas le cas de toutes les intercommunalités de France, mais on en a fait un choix politique. C'est un choix politique d'accompagner et de financer jusqu'à 50% donc des projets des collectivités qui nous seraient soumis. Mais encore faut-il compléter les 50 autres pourcents, et ça, c'est à la charge aujourd'hui de la commune. Bon, donc c'est aussi un choix politique, mais on voit qu'il y a une acculturation qui progresse.
On voit les réseaux d'élus qui se forment. On en a créé un au sein de la métropole. Et il y a une volonté quand même d'appréhender ce sujet. Je discutais encore l'autre jour avec le maire de Gennevilliers qui me parlait de l'urgence pour lui de sécuriser ses datas et son système. Et donc, il attendait un accompagnement de la métropole. Et pourtant, il connaît les dispositifs. Donc c'est un vrai sujet. Mais c'est vrai que oui, on peut parler de surtransposition. Parce que finalement, là, on est dans l'urgence. Alors, il faut surtransposer. On voit que finalement, les communes, elles se débrouillent, les intercommunalités se débrouillent, les régions ont mis en place des choses. Et donc, il faut mais attention, on va rajouter encore des contraintes. La sanction, on va se retrouver sanctionné alors qu'on n'est pas au niveau et que l'État ne nous a jamais accompagnés, ou en tout cas pas accompagnés à la hauteur des enjeux d'aujourd'hui. Donc, il y a urgence, ok, mais il y a urgence aussi à ce que l'État ait une véritable stratégie et qu'on définisse ce qui relève de l'État, ce qui relève des collectivités, ce qui relève du privé, parce qu'il y a ce sujet de la souveraineté qui est quand même importante, et puis on a les filières. Parce que ce qu'on voit, nous, les DSI de communes un peu robustes, ils nous disent, nous, notre difficulté, c'est d'avoir des prestataires qualifiés. C'est d'avoir des prestataires qui, sur ces sujets cyber, vont pouvoir nous accompagner. Et je vous parle déjà de DSI de communes robustes. Donc imaginez les petites communes, dans la métropole du Grand Paris, on a des communes qui font 3 000 habitants. Bon, et on a aussi derrière des arrondissements qui font 220 000 habitants. Donc les niveaux ne sont pas les mêmes. Donc il y a un sujet de filière sur les prestataires. Et on a parfois peu de choix de solutions technologiques pour les communes en matière de gestion de la relation usagée. On n'a pas 40 000 solutions techniques. Donc il y a ce sujet-là aussi qui est important. Donc le contrôle, la sanction, l'aspect punitif lié à la transposition, franchement, finalement, c'est pas notre enjeu, quoi. Notre enjeu, c'est de poursuivre ce travail pour évangéliser toutes les communes à se mettre sur ces sujets-là, le diagnostic, et puis le plan de résolution, le financement. Et si en plus on rajoute une couche de sanctions, moi je crois que le numérique punitif aura des conséquences qui seront néfastes et qui aggraveront les inégalités. Voilà ce que je voulais simplement dire. Pardonnez-moi d'avoir été un petit peu long. Non, c'était vraiment très intéressant. Je pense que vous aviez tous bien répondu et surtout bien partagé vos préoccupations. Je crois que vraiment tout le monde était de très haut niveau et c'était un vrai plaisir de vous écouter toutes et tous. C'était très bien. Bien sûr. J'ai une requête pour revenir sur l'aspect financement, parce que moi j'entends que effectivement c'est une dépense de fonctionnement qui augmente, etc. Mais est-ce que cette dépense de fonctionnement n'est pas finalement de façon détournée une dépense d'investissement, dans le sens où la protection qui est donnée est quand même donc une garantie de se protéger demain. Donc là est-ce qu'il n'y a pas une question à se poser? On est toujours sur cette même question qui dit qu'effectivement, quand on investit 100, normalement, pour une application supplémentaire, on doit prévoir 7 à 10 dedans qui s'accompagnent. C'est effectivement, ça fait partie du sujet, tu as complètement raison. Mais vous voulez... là, je voudrais comme normalement... Très court là-dessus, voilà. On a eu ce sujet-là la semaine dernière sur un comité d'examen que je présidais sur des financements liés à des investissements de communes sur des logiciels, des licences. Et en fait, on s'est rendu compte que selon les projets, selon l'interprétation de la commune, ça passait en investissement. Et c'est un vrai sujet, ça. C'est un vrai sujet. Et pour nous, pour apprécier le financement de la métropole, mais parfois, c'est pas très aisé. Et vous avez raison, c'est un vrai sujet qui se pose. Merci beaucoup. On a donc un peu débordé, mais c'était effectivement... chacun avait beaucoup de choses à dire et je pense que, comme je l'ai dit, c'était très pertinent. Donc, chers collègues, je vous rappelle que nous nous retrouverons pour une nouvelle séquence d'audition en réunion plénière le mardi 11 février prochain avec, à 15h, une table ronde avec des représentants des organisations financières, autorités des marchés financiers, autorités de contrôle prudentiel et de résolution. Et à 16h, une seconde table ronde avec les grands acteurs de la cybersécurité tels que Orange Cyberdéfense, Kaspersky, Thales ou Airbus Cybersecurity, dont
Les présences restent à confirmer. Après quoi, nous nous retrouverons le 4 mars prochain pour la réunion consacrée à l'examen du rapport et du texte de la commission en vue d'un examen en séance publique le 11 mars. Et il me reste une dernière fois à vous remercier. Merci encore. Au revoir. Merci.